C'est Jin-Woo et il n'a pas passé la meilleure journée. Il vient d'entrer dans la plus grande académie de chasseurs, mais dans la pire classe où personne n'avait de talent. Dès le premier jour, les intimidateurs l'ont traîné dans un débarras pour s'en prendre à lui. Soudain, tout le monde est sorti en courant comme s'il avait vu un démon. Mais ce n'était pas un démon, c'était Jin-Woo libérant un pouvoir terrifiant que personne n'avait jamais vu auparavant. En plus de ce pouvoir effrayant, le gars est également un maître épéiste et possède une force folle. Il est si fort que lors d'une épreuve de donjon, un boss est apparu de nulle part et les choses sont devenues incontrôlables, mais il était complètement calme. Il s'est juste dirigé vers le patron et l'a abattu d'un seul coup de poing. Tout le monde était complètement confus quant à la façon dont un élève de la pire classe avait tué un monstre tellement maîtrisé que même les professeurs ne pouvaient pas le gérer. Ce que personne ne savait, c'est que Jin-Woo est la réincarnation du plus grand chasseur de l'histoire. Dans sa vie passée, il s'est sacrifié pour sauver le monde. 42 ans plus tard, il s'est réveillé dans ce corps, dans un hôpital, sans aucune idée de ce qui se passait. En se regardant dans le miroir, il vit que son visage était complètement différent. La dernière fois qu'il a vu la ville, elle était complètement détruite et les gens étaient dispersés dans les rues. Mais maintenant, en regardant par la fenêtre, la ville avait de grands immeubles et était pleine de gens en bonne santé qui se promenaient. Il fut ému car il vit que son sacrifice en valait la peine, mais la joie ne dura pas longtemps. Tout a commencé à trembler de nulle part et il est sorti pour voir ce qui se passait. En arrivant au milieu de la foule, il repéra un portail monstre. Un jeune chasseur nommé Go Yun-che combattait un monstre en plein milieu de la rue, entouré de caméras et de gens applaudissant comme si c'était un spectacle. La chasse aux monstres était devenue un divertissement. Personne ne se souciait plus des risques, personne n'a suivi les règles qu'il a créées. Jin-Woo a immédiatement renversé la caméra, a traité les gardes de fous et a interpellé Yun-che devant tout le monde pour avoir fait quelque chose d'aussi dangereux à proximité des gens. Mais elle s'en fichait de ce qu'il disait et s'éloigna simplement, le laissant parler tout seul. Avec la ville si différente et ne sachant rien, Jin-Woo se souvint de quelque chose. Avant de mourir, son compagnon Bei Wuxik avait annoncé qu'il allait créer une académie pour former la nouvelle génération. Il est allé à l'école et a vu un portrait géant de lui-même juste à l'entrée. Il est entré en faisant semblant d'être un étudiant transféré. Lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec Wuxik, l'ancien réalisateur ne l'a pas cru du tout jusqu'à ce qu'il lui laisse tomber des saletés que seuls eux deux connaissaient. La femme que Wuxik a poursuivie pendant des années et a été rejetée à maintes reprises. Comme seul Jin-Woo était au courant, Wuxik a été choqué et a demandé comment il était revenu dans le corps d'un enfant, mais le MC n'en avait aucune idée non plus. Ils ont passé du temps à parler de combien le monde avait changé et du fait que plus personne ne respectait les anciennes règles, mais le problème principal était autre chose. L'épée de Jin-Woo était enfermée dans le stockage d'un autre ancien partenaire, Seok-do, qui est maintenant le grand-père de Go Yun-chao, la même fille avec laquelle Jin-Woo venait de se disputer dans la rue. Le plan était simple, entrez dans l'académie, rapprochez-vous de Yun-chao et récupérez l'épée. Wuxik remit les papiers d'inscription en soupirant. Le directeur lui a demandé de ne pas être trop dur avec les étudiants et le MC lui a dit de se détendre car il prévoyait de rejoindre la classe et juste pour ne pas attirer l'attention. Le lendemain, à l'académie, quelqu'un cherchait la bonne salle de classe. C'était le protagoniste et rejoindre à nouveau un cours le rendait nerveux. Il s'est dit de ne pas trop se faire remarquer pendant qu'il cherchait Go Yeon-choi. Puis une fille lui a demandé pourquoi il bloquait la porte de la classe. Elle lui a dit que s'il n'entrait pas, il devait bouger car il gênait. Le MC s'est excusé et a dit qu'il arrivait maintenant. Mais ensuite, pour une raison quelconque, la jeune fille s'est penchée près de son visage et il s'est immédiatement senti mal à l'aise. Elle a demandé s'il était le chien d'hier. Cela a laissé le protagoniste confus. En entrant, elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'étudiant transféré soit lui, mais que ce n'était pas son problème. Le MC a demandé pourquoi elle continuait à l'appeler un chien, mais elle n'a donné aucune réponse et l'a simplement laissé là, encore plus confus. Il ne pouvait que penser que les enfants de nos jours étaient difficiles à comprendre. Une fois entré, il sentit que tout le monde le regardait. Toute la classe s'était retournée pour regarder. Certains garçons chuchotaient, demandant si le nouveau gars était le chien d'hier. Quelques filles disaient la même chose. Le MC se demandait ce qui se passait. C'était son premier jour et pourtant tout le monde le connaissait déjà. Pourtant, il décida de l'ignorer et se rappela qu'il était venu ici pour son arme, pas pour autre chose. Alors qu'il cherchait un siège, quelque chose l'a pris au dépourvu. Il y avait un bouquet sur son bureau avec un mot de Wuxik le félicitant. Le MC l'a regardé se demandant si les nouveaux étudiants avaient vraiment des choses comme ça. Après s'être assis, il marmonna que c'était un gaspillage d'argent. Une seconde plus tard, des cris forts lui firent lever les yeux. Quelqu'un faisait irruption en se plaignant d'un professeur. C'était un garçon qui se plaignait que son professeur l'obligeait à venir en classe. Dès son arrivée, la tension régnait dans la pièce. Le MC pensait que les enfants n'avaient vraiment pas changé. Ils agissaient toujours comme si les lieux leur appartenaient. Puis le garçon le remarqua et parut surpris. Un sourire s'étala sur son visage comme s'il venait de trouver un nouveau jouet. Il s'est approché en disant qu'il ne pouvait pas croire que le protagoniste était dans sa classe. Le chien d'hier s'était retrouvé ici avec lui. Il a dit qu'il ne s'était jamais attendu à cela après que le MC ait dérangé Go Yun-che et parlé des chasseurs. Le protagoniste a demandé comment il savait tout cela. Le garçon a dit que la vidéo du MC était partout, laissant le protagoniste se demander de quoi il parlait. Ensuite, le garçon l'a giflé et lui a dit que c'était fou que quelqu'un qui disait tout cela entre quand même à l'académie. Il s'est moqué du MC parce qu'il n'était que de rang et avait causé des problèmes à Yun-che, et le protagoniste a commencé à perdre patience, puis le garçon a soudainement tendu la main et a dit que c'était un plaisir de le rencontrer. Il s'est présenté sous le nom de Ju Seok et a agi comme si le MC devait déjà savoir qui il était.
Le visage du protagoniste se crispa lorsqu'il se souvint de Wozek lui disant de supporter les insultes. Malgré cela, il a également tendu la main et a donné son propre nom, ce qui n'a fait que faire rire Jo Seok, affirmant que ses parents devaient être idiots pour lui donner le nom d'un chasseur célèbre. Le MC se força à sourire tout en se disant de ne pas frapper le gamin. Jo Seok a ensuite demandé comment c'était de voir Go Yoon-chae de près. Il a commencé à parler de son corps et a dit que son visage était plutôt bien pour quelqu'un de son âge. Puis il rit à nouveau, disant que ce n'était pas parce qu'elle était la petite fille d'un réalisateur qu'elle pouvait se montrer si fière. Il admet que Yoon-chae serait son type sans tous ses problèmes et se regarde dur dans ses yeux. Puis quelqu'un intervient et dit à Jo Seok d'arrêter. Cela prend instantanément Junwoo et Jo Seok au dépourvu. C'était la même fille que tout à l'heure et Jo Seok demande pourquoi elle en parle à nouveau. Elle riposte lui disant de se regarder dans un miroir avant de juger quelqu'un d'autre. Cela le déclenche. Il crie, lui demandant si elle était folle, disant qu'il l'ignorait auparavant, mais maintenant elle a dépassé les limites. La jeune fille ne recule pas, elle dit qu'ils sont tous les deux en classe et donc ils sont tous les deux des détritus. Jo Seok soutient qu'il ne lui ressemble en rien parce qu'il était en classe B. Elle dit que cela ne veut rien dire s'il ne peut même pas utiliser correctement ses propres pouvoirs. Elle ajoute que la seule raison pour laquelle il est encore à l'école doit être l'influence de son père. Sans cela, il aurait déjà été expulsé. Cela rend Jo Seok furieux. Il se jette sur elle et tente de la gifler. Elle ferme les yeux, visiblement effrayée, mais une seconde plus tard, Jo Seok a l'air abasourdi. Il se retrouve soudain à plat ventre. Toute la classe se fiche, choquée que Junwoo soit réellement intervenu. Jo Seok lève un regard noir et demande si Mime Junwoo a perdu la tête. Junwoo regarde en retour comme si de rien n'était. Toujours incrédule, Junwoo demande s'il a vraiment fait ça. Junwoo lui dit que s'il le souhaite, il peut à nouveau se faire renverser. Jo Seok se lève et demande si Junwoo veut vraiment des ennuis lors de son premier jour. Il crie qu'il le battra jusqu'à ce qu'il sache sa place à l'école. Junwoo se contente de rire, ne le prenant pas du tout au sérieux. Puis, agacé, il demande à Jo Seok s'il a déjà été réellement en danger pour parler aussi gros. Jo Seok ignore la question et le charge. Junwoo le dépasse facilement, pensant que le coup de poing était horrible. Sa forme est si mauvaise que même un gobelin pourrait le battre. Avant d'aller plus loin, quelqu'un entre. Un enseignant entre et demande ce que font ses élèves. Jo Seok fait claquer sa langue, ennuyé qu'elle soit apparue en plein milieu. En partant, il dit qu'il retrouvera Mime Junwoo plus tard. Il dit à Junwoo de le retrouver derrière l'école s'il veut s'amuser. Quelques heures plus tard, Woo-shek semble irrité. Il demande comment Junwoo a déjà causé des problèmes dès le premier jour. Junwoo dit qu'il s'est en fait beaucoup retenu. Woo-shek dit qu'il a déjà nettoyé ce gâchis, mais il n'a aucune idée de ce que Jo Seok pourrait faire ensuite. Junwoo demande ce qu'il veut dire. Woo-shek explique que Jo Seok est le fils d'un ministre du département d'assujettissement. Parce que son père a du pouvoir, l'enfant s'en sort avec n'importe quoi. Junwoo dit. Cela explique pourquoi Jo Seok s'est avéré comme ça. Et Woo-shak l'avertit de faire attention. S'il combat à nouveau Jo Seok, Woo-shak ne pourra pas l'aider. Junwoo dit qu'il comprend et qu'il s'en occupera à sa manière. Une fois hors du bureau, il pousse un soupir, puis la fille d'avant s'approche et demande pourquoi il a fait ça, le prenant au dépourvu. Elle demande s'il sait au moins avec qui il a joué. Junwoo dit qu'il s'en fiche, il ne supporte tout simplement pas les enfants impolis. Puis il demande pourquoi elle a commencé à se disputer avec Jun Seok alors qu'il ne parlait que de Yoon-chae. Juste après, Junwoo fait une pause. Elle ressemble beaucoup à la personne qu'il a vue lors de l'assujettissement. Il vérifie le nom sur son badge, Go Ah-hyun. Junwoo demande si elle est la petite sœur de Yoon-chae et elle dit oui. Il pense que cela pourrait fonctionner pour son plan, mais elle dit ensuite qu'elle n'est pas vraiment traitée comme la sœur de Yoon-chae car ils ont des mères différentes. Du côté de son père, elle ne l'a jamais accepté comme membre de la famille. Cela rend les choses gênantes et Junwoo demande si elle parle au moins à son grand-père. Elle dit qu'ils s'entendent très bien. C'est lui qui l'a fait rayer du registre familial. Avec cela, tous les espoirs de Junwoo s'effondrent. Ah-hyun s'excuse et dit que puisqu'elle ne fait pas partie de la famille, il ne recevra aucune récompense pour l'avoir aidé. Elle lui dit qu'en tant que nouvel étudiant, il ferait mieux de trouver quelqu'un sur qui compter plutôt que de rester seul. Elle admet qu'elle pensait qu'il était différent, mais dit qu'il est comme tout le monde, qu'il ne se soucie que du statut. Junwoo répond qu'elle ne va pas mieux puisqu'elle l'a jugé simplement parce qu'il était un étudiant spécial. Il dit que se disputer sur les antécédents familiaux et l'entrée spéciale est stupide, surtout pour les enfants. Ah-hyun lui dit d'attendre bientôt. Il apprendra ce que signifie réellement être un étudiant spécial dans cette académie. Junwoo s'en fiche et continue de marcher. En le regardant partir, elle se sent un peu gênée par tout cet échange. Ailleurs, Junwoo pense que se rapprocher de Yoon-chae serait facile, mais il aura maintenant besoin d'un autre plan. À ce moment-là, quelqu'un arrive derrière lui. Le gars demande s'il est Junwoo, l'élève spécial de la classe I. Junwoo se retourne, se demande qui il est et demande ce qu'il veut. Quelques garçons à proximité rient en le regardant, puis encore plus d'élèves commencent à se rassembler. Bientôt, Junwoo est entouré de 5 gars dans le couloir. L'un d'eux lui dit de venir à moins qu'il ne veuille être gêné devant tout le monde. Voyant où cela nous mène, Junwoo sent un mal de tête arriver. Dans un entrepôt situé sur le terrain de l'école, il suit le groupe qui l'y a entraîné. L'endroit pue et Junwoo se demande si c'est leur cachette, puis quelqu'un dit que son invité a finalement réussi. C'était Junsuk. Il dit qu'il demandera une chose avant qu'il ne crée tous les 6 des souvenirs. Junwoo n'oubliera pas. Il veut savoir pourquoi un étudiant en admission spéciale a pensé pouvoir le défier. Junwoo demande pourquoi tout le monde continue de le traiter d'étudiant spécial comme si c'était si grave. Cela prend Junsuk au dépourvu. Il dit que quelqu'un qui est entré grâce à ses relations ne devrait pas parler comme s'il était important. Junsuk ajoute que s'il n'était pas puni, il s'en occuperait lui-même. Au lieu de cela, ses amis le feront, puis il leur ordonne de commencer. L'un des garçons se précipite avec un coup de pied. Junwoo l'esquive facilement. Il a presque l'air confus quand le gars tombe tout seul.
Job Seok rit et dit que Junwoo est doué pour esquiver, puis les autres le précipitent aussi en criant qu'ils vont lui donner une leçon. Junwoo échappe à une autre attaque sans aucun problème. Alors qu'il continue de les éviter, il demande si les professeurs ne leur ont jamais appris les bases du combat. Le même garde d'avant charge à nouveau, lui criant de se taire. Cette fois, Junwoo ne s'éloigne pas. Il enfonce un genou directement dans le visage du gars. Il trouve ridicule qu'il ne puisse même pas gérer les bases. Le sang coule du nez du garçon, puis il tombe au sol, le reste se fige, choqué que Junwoo l'ait abattu si facilement. Junwoo demande pourquoi personne d'autre ne s'en prend à lui et leur rappelle que Junwoo Suk a promis des souvenirs inoubliables qui ne font que rendre Junwoo Suk encore plus furieux et il maudit Junwoo. Junwoo, excité, dit que s'ils veulent faire ça, ils devraient le faire correctement. Quelque part ailleurs, Go Ha-hyun traverse les couloirs se plaignant toujours de Jinwoo. Elle n'arrête pas de penser à lui, qualifiant ses paroles de ridicules. Agacée, elle dit qu'il a parlé grand sans rien savoir. Puis elle entend quelqu'un dire que le groupe de Jinwoo Suk a emmené Jinwoo. D'autres disent que sa vie scolaire est déjà terminée et qu'il est l'élève spécial qui a été abandonné le plus rapidement. Quelqu'un demande si les enseignants en ont été informés, mais un autre étudiant répond que personne ne veut s'impliquer. Ha-hyun dit que Junwoo le mérite pour avoir agi comme s'il était au-dessus de tout le monde, mais ensuite ses paroles lui reviennent à l'esprit. Elle s'arrête brusquement, puis elle se met à courir. De retour dans l'entrepôt, Junwoo fait face aux 3 garçons qui l'y ont amené. Junwoo leur lance des clichés, leur demandant s'ils déconnent alors que tout ce qu'ils ont à faire est de se précipiter et de le frapper, mais ils ont peur. Junwoo a laissé tomber le plus fort d'un seul coup. Junwoo dit qu'ils n'ont peur de rien puisqu'il n'a rien fait de spécial. Il ajoute que leurs compétences et leur état d'esprit sont comme ceux des petits enfants. Cela frappe tellement Junwoo. Il se tourne vers ses amis et leur dit d'utiliser leurs capacités contre Junwoo. L'un d'eux prévient que s'ils utilisent leur pouvoir, ils seront attrapés et expulsés. Junwoo Suk dit que cela n'a d'importance que s'ils se font prendre, alors ils se préparent à attaquer à nouveau en levant les bracelets à leurs poignets. Junwoo se rend compte qu'ils utilisent le même type d'objet que Go Yoon-chae, probablement parce que transporter des épées est plus difficile. Même alors, les garçons hésitent et ne peuvent se résoudre à bouger. Voyant cela, Junwoo Seok saute en lui-même. Les traitant de lâches, il montre son bracelet et active quelque chose qui lui permet d'utiliser ses pouvoirs. L'un des garçons prévient qu'il aura de sérieux ennuis s'il est attrapé, mais Junwoo Seok lui dit de se taire. Après avoir supprimé l'objet, le système indique que son rang de compétence est D et que ses capacités sont désormais actives. Notre héros se contente de regarder sans changer d'expression. Un message apparaît indiquant que le propriétaire a reçu une lance. Junwoo Seok dit qu'il fera mendier notre héros et verra combien de temps il pourra tenir le coup. Le protagoniste le traite d'enfant et lui demande s'il sait même utiliser ses capacités. L'un des autres laisse échapper que le protagoniste doit être stupide. Junwoo Seok a déjà une arme. Le MC attrape un balai et demande si invoquer un objet est ce que Junwoo Seok appelle une capacité. Il ajoute qu'au moins quelqu'un là-bas comprend réellement. Ensuite, notre grand gars nivelle le balai sur Junwoo Seok, visiblement fou. Il demande comment ce gamin a osé utiliser une capacité sur quelqu'un en dehors d'un donjon. Au bureau de l'académie, quelqu'un mentionne avoir entendu dire qu'un de ses nouveaux étudiants lui avait déjà causé des ennuis. Il dit que l'enfant a eu du courage se battant avec Jero Kunmulsuk de la classe B et se demande pourquoi un élève spécial sans talent de chasseur a été mis en classe E. La femme dit que ce n'est pas vrai. L'homme a l'air confus et elle lui dit qu'il se trompe. Elle explique qu'il a été placé là parce qu'il n'a jamais passé le test d'aptitude, ce qui ne fait que le rendre encore plus confus. Les personnes qui sautent ce test ont généralement une puissance de combat trop élevée pour être mesurée, alors il demande si le garçon a vraiment été exclu de l'évaluation. Jusqu'à présent, seul Go Yoon-chae avait ce statut. Il se demande s'ils sont au même niveau, puis dit que quelqu'un comme ça ne devrait jamais être dans la classe la plus basse. Elle explique que le directeur a personnellement ordonné au MC d'entrer en classe et afin qu'il n'attire pas l'attention. L'homme trouve cela étrange puisque les chasseurs veulent généralement se démarquer, mais elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi. Avant qu'elle puisse en dire plus, quelqu'un crie soudain son nom. C'est Go Hae-shen et la femme demande rapidement ce qui s'est passé. Notre héroïne dit que le MC est en difficulté. De retour au combat, le protagoniste Broom continue d'entrer en collision avec Jerbru appelé Spear. Jerbru appelle Gosha Galilée, Sterbru appelé Drocul, l'un des garçons ne comprend pas. En utilisant cette lance, Jerwakol devrait être capable de combattre quelqu'un au niveau de Baron, mais le protagoniste arrête chaque frappe et le balai ne s'est toujours pas cassé. Frustré, Jerwakol lui crie en demandant pourquoi il ne peut pas battre un rang E. Il se balance à nouveau, mais notre héros semble toujours complètement calme. Jerwakol peut appeler le tic-tac pourri. T. Jérémys bruyamment pendant qu'il y a POB Kuhlman. L'un des autres rétorque disant au protagoniste de se taire parce qu'il n'est qu'un étudiant spécial. DMC explique que les traces d'une capacité proviennent de la puissance de l'arme. Alors qu'il esquive facilement, il demande quel type de noyau Joergol Mulsuk pense que cette arme possède. Joergol Mulsuk ne fait que s'énerver et lui dit d'aller en enfer. Le noyau de cette lance était un cadeau de son père et c'est de la raison pour laquelle il est entré à l'académie. Après avoir obtenu son diplôme, il était presque sûr de devenir un chasseur et s'il réussissait assez bien, il pourrait même rejoindre le conseil étudiant. Mais maintenant, il est repoussé par un étudiant spécial classé E. Ensuite, notre héros frappe la main de Joro Soak avec le balai. Le système annonce que l'utilisateur a perdu son arme et doit la récupérer immédiatement, laissant le garçon stupéfait. Il se fiche car le protagoniste tient désormais la lance de Joro Soak. Ensuite, il dit à l'enfant de surveiller attentivement et d'apprendre comment un vrai chasseur utilise une arme. Mais soudain, tout le bâtiment devient sombre. Les garçons paniquent et demandent ce qui se passe. On dit que c'est comme si la nuit tombait de nulle part, puis la lumière revient lentement. L'un d'eux dit aux autres de regarder par terre. Ils pâlissent tous lorsqu'ils voient leurs ombres se détacher de leur corps.
Le garçon que notre héros a frappé reste là, sous le choc, ayant l'impression que quelque chose lui a été volé, puis cherche les ombres après leur disparition. L'énergie sombre commence à monter autour de notre héros. Terrifié, le figurant a du mal à y croire. Il se demande si notre héros utilise le même noyau qui se trouvait à l'intérieur de la lance. Cette pensée frappe plus fort lorsque notre grand gars se met à rire et qu'une énergie corrompue s'échappe de lui. Le figurant essaie de reculer et de courir, mais il est déjà mouillé de peur. Lorsque notre héros pointe la lance sur son cou, Jo Seok implore qu'on lui sauve la vie. Le regard froid, le protagoniste s'apprête à frapper, puis dirige la lance vers lui. Voyant que le figurant s'effondre en pleurant et tente de s'échapper, mais le système éteint l'arme après 1 minute et la lance commence à disparaître. Jo Seok s'est évanoui. Notre grand gars commence à lui donner des coups de pied, disant au figurant de se réveiller déjà. Le garçon ouvre lentement les yeux, mais dès qu'il voit le MC, il crie. Le protagoniste dit qu'il n'a même rien fait, alors le garçon devrait se lever. Le figurant essaie de se relever, regardant toujours le protagoniste avec peur. Notre héros traite Jo Seok d'enfant et lui dit de répondre à la question. Le MC dit que les armes et les capacités sont destinées à attraper des monstres, puis demande si les utiliser en dehors d'un donjon n'est pas dangereux. Jo Seok ne dit rien, notre grand gars le presse d'obtenir une réponse et le figurant finit par l'admettre. Oui, c'est très dangereux. Le protagoniste prévient que s'il le voit utiliser à nouveau, il sera puni. Puis il se tourne vers le garçon qui l'a aidé à le coincer et lui dit de s'avancer. Il ordonne au figurant de lui lancer quelques coups de poing supplémentaires, ce qui laisse le gars confus. Joo Seok-Yum dit qu'il veut le coup de poing le plus fort. Sinon tout le monde se moquera de lui parce qu'il s'en prend à un élève spécial et qu'il perd quand même. Le garçon le remercie mais demande pourquoi et le MC dit qu'il ne veut pas que son identité soit révélée. Le figurant demande si c'est vraiment bien et Jun-hyuk dit que ce serait mieux que ce soit son coup le plus dur. Si ça ne fait pas mal, tout le monde est battu. Après avoir entendu cela, le gars s'apprête à frapper notre héros. Au moment où son poing touche le visage du protagoniste, les professeurs se précipitent dans l'entrepôt. En voyant le sang sur le sol, la femme dit que le MC saigne. Yubin dit qu'ils sont allés trop loin, surtout depuis son transfert aujourd'hui, mais le figurant laisse échapper que le sang sur le sol est le sien. Le professeur ordonne à l'élève de venir au bureau. Puis elle dit à Go Aejan d'emmener notre grand gars à l'infirmerie et la fille accepte. Quelques minutes plus tard, le protagoniste marmonne que ce corps est bien plus faible que prévu. Il regarde la fille et lui demande ce qu'elle fait alors qu'ils étaient censés se rendre à l'infirmerie. Elle reste silencieuse. Le MC lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'en chargera lui-même et Eun demande qui il est vraiment. Il dit qu'il est juste un étudiant normal qui obtient ce qu'il mérite mais elle lui dit d'arrêter de faire semblant. Elle a tout vu. Un peu plus tôt, un professeur l'avait envoyé vérifier derrière l'académie alors qu'elle cherchait seule. Elle a entendu un groupe de voix fortes et est allée voir ce qui se passait. Ce qu'elle a vu notre grand gars faire aux autres lui a fait peur. Eun demande pourquoi quelqu'un comme lui est en classe et alors qu'il pourrait être dans la classe supérieure, mais la protagoniste dit que ce ne sont pas ses affaires. Il ne veut pas d'attention, alors elle devrait oublier tout ce qu'elle a vu. Ojaobejun dit qu'il a raison et qu'elle est comme lui. Cela laisse le protagoniste confus. Elle admet qu'elle l'a jugé simplement parce qu'il était un élève spécial et qu'elle l'avait même méprisé. Puis elle s'excuse, notre héros dit que tout va bien et veut juste aller à l'infirmerie, mais Ojaobejun dit qu'elle doit encore demander quelque chose. Elle demande son aide car elle souhaite rejoindre le conseil étudiant. Surprise, le protagoniste lui demande de répéter cela. Dae-Yoon Cheng explique qu'elle a besoin d'un sponsor pour entrer et le MC demande si cela signifie utiliser le sponsor à des fins personnelles. Elle dit oui et c'est pourquoi personne ne veut la soutenir. Alors qu'elle est sur le point de lui demander, il refuse, disant qu'il est trop occupé. Dae-Yoon Cheng dit qu'elle ne demandera pas gratuitement. S'il veut quelque chose, elle le fera. Et il dit que ce qu'il veut n'est pas quelque chose qu'elle peut lui donner. Elle continue de lancer des offres et il les rejette toutes jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle peut le présenter à Yoon Cheng. Cela fait que le MC s'arrête et lui demande si elle est sérieuse. Il demande comment cela est possible alors que Yoon Che a été expulsé de chez elle, mais la fille dit que ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Elle fait une pause faisant une drôle de tête tout en choisissant ses mots. Puis Eun Chang sourit et dit que sa sœur fait partie du conseil étudiant, donc si elle entre, elle peut organiser une réunion. Le MC réagit bizarrement et lui dit d'oublier ça. Il s'occupera des choses lui-même, mais à ce moment-là, tout son corps commence à avoir des vertiges. Il s'effondre et la fille panique se demandant ce qui ne va pas. Le protagoniste dit qu'il dit depuis un moment qu'il doit aller à l'infirmerie. Ailleurs, une réunion d'urgence se tient à l'académie des chasseurs. Un enseignant dit que c'est la deuxième fois que Jo Seok utilise son pouvoir et cela suffit à l'expulser. Un autre est d'accord, ils ne peuvent pas l'ignorer cette fois. Le premier enseignant le confirme, affirmant qu'il l'a vu lui-même. L'un des hommes demande ce que le directeur de l'académie pense de tout cela. Woo-shuk se tourne vers le professeur qui a amené Nayeon. Il demande si Jo Seok et son groupe ont vraiment attaqué le protagoniste et elle répond oui, elle l'a vu. Pour être sûr, il demande à nouveau si elle en a été témoin elle-même. Elle donne la même réponse. Puis le réalisateur rit soudainement et remercie le protagoniste de s'être fait tabasser, laissant le professeur abasourdi, mais il redevient rapidement sérieux. L'utilisation de capacités est interdite et comme ce n'est pas la première fois, Jae Seok doit être puni. Selon les règles, il devrait être expulsé mais quelqu'un intervient. Il dit qu'il a quelque chose d'important à ajouter et Woo-shak le laisse parler. Sans la moindre honte, l'homme affirme que l'expulsion est bien trop sévère. Lorsque Woo-shak demande pourquoi, il répond que ce genre de comportement n'est pas étrange pour un adolescent. Yubin rétorque que c'était bien plus qu'une simple erreur, cela aurait pu provoquer une catastrophe. L'homme continue de défendre Jo Seok, affirmant que le garçon est doué et pourrait devenir l'un des meilleurs de l'académie. Puis il lui demande si elle est vraiment prête à tout gâcher à cause d'une seule erreur. Même s'il admet que Jo Seok avait tort et commis une grave erreur, il insiste sur le fait que l'expulsion est trop.
Selon lui, une semaine de suspension suffit à lui donner une leçon. Woo-chae dit qu'il comprend ce que dit Jo-min et que la punition de Jo-seok sera décidée plus tard. Après cela, il dit qu'ils ont suffisamment parlé et met fin à la réunion. Les professeurs commencent à sortir de la salle. Pendant ce temps, l'homme sans vergogne repart avec un air suffisant, jetant un coup d'œil à son téléphone avant de passer un appel. La personne qui répond est le ministre, le père de Jo-seok. Jo-min lui dit que la punition ne sera probablement qu'une suspension et que Jo-seok a toujours la meilleure chance de rejoindre le conseil étudiant. D'une voix froide, il ajoute qu'il fera payer le MC et avec l'évaluation de fin de mois qui approche, ce ne sera pas difficile. 3 jours se sont écoulés depuis la rentrée scolaire et le protagoniste n'a toujours pas vu Yoon-chae. Il pense également que la classe est remplie d'élèves désespérés qui n'ont aucun talent pour la chasse et que les leçons ne valent rien. Pour l'instant, il n'y a rien ici pour qu'il puisse briller. Avant qu'il puisse terminer cette pensée, quelqu'un lui donne une claque sur la tête. C'est la même scène d'intimidation depuis le début et ceux qui le dérangent sont les mêmes gars qu'il a battus dans l'entrepôt. Pour tout le monde, il semble qu'il soit devenu leur garçon de course, mais ce n'est pas ce qui se passe réellement. L'élève qui l'a frappé le traite de pathétique et lui dit de le suivre s'il veut apprendre quelque chose. Ensuite, les anciens figurants sortent de la salle de classe et le protagoniste les suit dans le hall. Dès qu'il prononce un mot, les deux garçons sursautent. Il leur dit calmement que cela fait vraiment mal. Tous les trois s'excusent rapidement. Il fait remarquer qu'ils se déchargent de leur colère sur lui, mais l'un d'eux s'empresse de le nier. Yoon-chae vient de dire que cela devait paraître réel. Le protagoniste demande s'ils ont fait ce qu'il leur a dit de faire et le garçon admet que ce n'était pas facile pour les premières années de se rapprocher du conseil étudiant. Alors il demande s'ils ont appris quelque chose et ils répondent qu'ils ont trouvé quelque chose. Une rumeur dit que Yoon-chae ne vient presque jamais à l'école. Le MC demande si c'est tout, ils ajoutent qu'elle n'a presque pas d'amis et que la seule personne proche d'elle est un autre membre du conseil étudiant nommé Jong-hyun. Cela semble finalement utile alors ils demandent où est Jong-hyun. Les garçons admettent que Jong-hyun vient à peine à l'école non plus et cela le déclenche, il leur dit de se perdre, ils s'excusent encore et promettent de meilleures informations la prochaine fois. Alors qu'un mal de tête commence à s'accumuler, il se rend compte que quelqu'un se tient derrière lui, c'est Ayeon. Elle dit que cette approche ne fonctionnera pas et quand il la voit, il lui demande si elle le suit. Elle explique que Jong-hyun est un membre officiel du conseil étudiant, donc le rencontrer ne sera pas facile. Le MC demande pourquoi ils sont si difficiles à joindre alors que le conseil étudiant ne semble pas si grave. Et on dit que c'est très important car seuls les meilleurs étudiants entrent. Il l'ignore, ce ne sont encore que des étudiants. Elle explique que rejoindre le conseil, c'est devenir immédiatement chasseur et participer à de vraies missions. En plus de cela, chaque membre vient d'une famille puissante, donc même les professeurs les traitent avec attention. Au sein de l'académie, ils détiennent essentiellement tout le pouvoir. Au rythme où il va, dit-elle, il n'a même pas la moindre trace de Go Yoon-chae. Jang-bo demande s'il existe un autre moyen de la retrouver. Aïssa commence alors à suggérer de rejoindre le conseil étudiant, mais il le ferme immédiatement. Confuse, elle demande pourquoi il continue de refuser. Il lui rappelle qu'elle a elle-même dit que seules les personnes talentueuses peuvent se démarquer et elle n'a pas ce talent, et Yuan dit qu'il a juste besoin de lui apprendre et promet qu'elle travaillera dur. Cela le fait rire. Puis il l'avertit qu'apprendre de lui apporterait une douleur insupportable. Les deux se testent un instant, ensuite il dit qu'il ne sait pas pourquoi elle veut tant entrer au conseil et lui dit de ne pas poursuivre quelque chose hors de sa portée, mais Yuan dit qu'elle s'en fiche. Cela prend Jang-bo au dépourvu, elle dit que si elle ne peut pas entrer au conseil, elle préférerait partir dans un autre monde et elle le supplie de la former. Elle veut tout apprendre sur l'assujettissement et elle est prête à se consacrer à l'entraînement quoi qu'il arrive. Il commence à s'éloigner en disant que la pause est terminée, mais elle l'appelle et lui demande une réponse. Il sourit intérieurement, pensant qu'elle a du courage. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ce genre de détermination et il pense qu'elle pourrait être utile plus tard. Ailleurs, une enseignante félicite ses élèves et leur demande s'ils sont déjà au courant de l'évaluation mensuelle. Elle leur dit de prendre cela au sérieux puisque leur score était mauvais le mois dernier. Alors qu'elle est sur le point de continuer, quelqu'un l'interrompt et s'excuse d'avoir interrompu le cours. C'est ce professeur sans vergogne et il dit qu'il est là pour annoncer un changement pour le prochain examen mensuel. Il révèle que les étudiants de première année passeront un examen pratique dans un donjon. Toute la classe est abasourdie. Notre héroïne a du mal à y croire et le protagoniste a l'air sérieusement bouleversé. L'enseignante proteste que cela ne peut pas être juste, mais l'homme lui dit de ne pas élever la voix devant les élèves. Yuba soutient qu'un test pratique de donjon est de trop et il riposte en lui demandant si elle pense que la classe et ne peut pas le gérer. Elle n'a pas de réponse. Il dit que ça n'a pas d'importance de toute façon. La décision est définitive et empêcher les étudiants de suivre une formation appropriée serait une discrimination. Il demande ensuite combien de temps il compte rester coupé des principales activités de l'académie alors que les étudiants ont besoin de ces bases pour devenir chasseurs. Le MC pense que c'est fou, ces enfants ne savent presque rien. Ce sont essentiellement des enfants, aucun professeur normal ne les enverrait dans un donjon à moins qu'il ne se passe autre chose. L'homme dit que quiconque ne veut pas passer le test peut abandonner et suivre des cours de rattrapage à la place. Puis regardant fixement le protagoniste, il ajoute que se retirer de l'examen le fera expulser. En partant, il dit qu'il supervisera personnellement l'évaluation. Le protagoniste est sûr de cacher quelque chose. Ce professeur ne pouvait pas y parvenir seul, il faut que quelqu'un de puissant le soutienne. Plus tard, dans le bureau du directeur, Woshi confirme sa supposition. Celui qui est derrière tout cela est le ministre coréen de la civilisation. Le MC dit qu'il a été mis sur liste noire à cause de Joshuk et Woshuk s'excuse en disant qu'il a essayé de l'arrêter. Mais Mayanjin est trop important pour l'académie et trop lié à son passé donc ses mains étaient liées. Le protagoniste dit qu'il comprend, Wocho continue d'expliquer mais le protagoniste l'interrompt, il en a assez entendu et ne veut plus d'excuses. Le réalisateur demande comment il compte s'en sortir, le MC dit que la réponse est simple, il passera l'examen,
Il n'a toujours pas trouvé Zosho, donc se faire expulser n'est pas une option, puis il regarde Woshik et lui demande s'il a une arme qu'il peut utiliser. Woshik dit non. Le MC souligne qu'il ne peut pas entrer dans un donjon les mains vides et demande quoi que ce soit, mais Woshik continue de refuser, affirmant que les objets sont trop dangereux. Cela le surprend un peu. Il attrape le bras de Woshik et lui demande s'il a finalement eu l'audace de lui mentir. Woshik le nie, puis le MC remarque la bague à son doigt et demande ce que c'est. À ce moment-là, le deuxième plus gros coup de l'histoire se rend compte qu'il a été découvert car cette bague est l'un des objets les plus rares qui soit, la bague de Pétélus. Les deux commencent à en parler. Le MC demande si Wushak l'avait toujours après toutes ces 50 années. Wushak dit qu'il n'a commencé à l'utiliser qu'après la chute de son chef. Cela ramène le passé. Lorsque le protagoniste l'a sauvé et l'a amené dans l'équipe, même s'il n'était personne à l'époque, le MC demande ce qu'il fait exactement. Puis il enlève la bague de la main de Wushak et dit qu'il va l'emprunter. Le protagoniste sourit, tenant l'objet qu'il avait utilisé bien avant sa défaite. Wushak a demandé si l'utiliser était vraiment acceptable puisque cela signifiait qu'il n'était pas vraiment de rang E. Le MC l'a balayé. Ce donjon épée pauvre a été fait pour les enfants, donc cela n'aurait pas beaucoup d'importance. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le directeur lui dit qu'il avait encore une chose à lui dire. Notre héros s'est arrêté et a demandé ce que c'était. Wushak a commencé à parler, mais John Woo a fermé la porte et est parti avant de pouvoir finir. Resté seul, l'homme se demandait s'il devait simplement quitter le président de son académie. Dans le couloir, ce professeur sans vergogne était en mouvement. Un instant plus tard, il frappa à la porte du département spécial de la Hunter Academy. Lorsque la porte s'est ouverte, ce qu'il a trouvé l'a pris au dépourvu. Go Yun-che était à l'intérieur. Surpris, il lui demanda pourquoi elle était venue à l'école pour la première fois. Répliqua-t-elle en lui demandant pourquoi il faisait irruption dans sa chambre. Agacé, il a déclaré que les enseignants pouvaient entrer quand ils le voulaient et lui a dit de ne pas paraître fière simplement parce qu'elle faisait partie du conseil. Après cela, elle n'a rien dit. Ce silence le mettait mal à l'aise. En essayant de garder le cap, il a dit qu'il y aurait une évaluation de première année et que l'école voulait qu'un membre du conseil étudiant la supervise. Il a ajouté que celui-ci serait un test pratique. La jeune fille lui a demandé s'il envisageait sérieusement de faire passer un examen pratique aux premières années. Il a dit oui et lui a demandé si elle était intéressée. Elle a refusé. Lorsqu'il a demandé si Chobei pouvait recruter un autre membre du conseil à la place, elle a répondu que les autres ne pouvaient pas le faire non plus. L'enseignante sans vergogne a demandé si elle voulait dire que l'examen pratique devait être retardé. Elle a dit oui. Si cela ne peut se faire sans le conseil, il faudra alors attendre l'année prochaine. De toute façon, il n'y avait aucun avantage pour eux. Elle a ajouté que s'il la payait, elle y réfléchirait peut-être, dit-il sèchement, lui demandant si le fait d'être membre du conseil lui faisait penser qu'elle était au-dessus de tout le monde. Junmin a déclaré que c'était lui qui l'avait aidé à progresser à l'école et lui a demandé si elle pensait vraiment qu'elle l'avait fait toute seule. Elle lui a dit de ne pas rejeter sa colère sur elle, c'est son grand-père qui l'a jugé, pas elle. Elle a ensuite ajouté qu'il devrait également mieux traiter les membres du conseil. Junmin était restée sans voix et a demandé où elle avait entendu parler de son jugement. Avant qu'elle ait pu répondre, quelqu'un entra. Le nouveau venu sourit, disant que c'était agréable de revoir son professeur, puis lui demanda s'il se passait quelque chose d'important. L'homme a expliqué qu'il avait besoin d'un membre du conseil pour superviser l'examen. Le garçon a demandé si Chaps avait accepté et il a admis que non. L'étudiant a donc proposé de le faire lui-même puisqu'il n'avait rien d'important prévu. Junmin a demandé s'il pouvait vraiment aider. Le garçon répondit que bien sûr il le pouvait, il était également membre du conseil étudiant. Junmin pensait que l'étudiant était un peu difficile à gérer et hésitait à lui confier le poste. Pourtant, il l'a approuvé et a dit au garçon de signer le papier et de l'envoyer. Allez Yun King. J'observais tranquillement le garçon arborant un sourire suspicieux. Elle lui a demandé ce qu'il ferait concernant son programme d'assujettissement. Il a dit qu'il l'annulerait. Contrairement à elle, il n'était pas célèbre donc personne ne s'en souciait. Chobei n'a pas compris, elle a demandé pourquoi il voulait aider le professeur Chobei alors qu'il n'aimait clairement pas cet homme. Le garçon a dit qu'il acceptait ce rôle pour pouvoir surveiller ce professeur. Il ne voulait pas que le même accident du passé se reproduise. Il voulait aussi voir les résultats des tests parce qu'il avait entendu dire que le garçon de l'hôpital était entré à l'école en tant qu'admission spéciale de première année. Chobei était perplexe, la façon dont il parlait des assujettissements lui donnait l'impression qu'il les connaissait déjà. Il a dit qu'il était devenu curieux alors il a gardé un œil sur le protagoniste. Le premier jour, ce type a battu le groupe de Joseok et a sauté l'évaluation tout comme elle l'a fait, puis il lui a demandé si elle n'était pas curieuse de savoir quel genre de personne était réellement le protagoniste. Ailleurs, sur le terrain d'entraînement de l'académie, notre héros a remarqué que certains élèves des classes C et D manquaient à l'appel. Les élèves de rang B s'étaient joints à nous et semblaient bien trop désireux de s'exhiber devant les filles. Dans la classe de MC, seul lui et un autre élève participaient. Quelqu'un a demandé si seuls eux deux entraient dans le donjon. C'était Eyon, alors qu'elle se préparait, elle dit que c'était mieux ainsi puisqu'ils n'auraient pas à attendre leur tour pour se battre. Notre héros a demandé pourquoi elle était là et elle a répondu que la réponse était évidente. Elle passait le test et Yeon lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle ne serait pas un fardeau. John Woo a répondu qu'un donjon de bas niveau n'était toujours pas facile. Il lui a dit d'arrêter alors qu'il était encore gentil et l'a prévenu que ce test avait été mis en place dès le début pour faire arrêter le cours. Et Yeon s'en fichait, elle lui rappela qu'elle ferait n'importe quoi pour rejoindre le conseil étudiant et que quiconque visant le conseil ne pouvait pas échouer à cet examen. Il était sur le point de répondre quand quelqu'un intervint et dit aux étudiants d'écouter. C'était ce professeur sans vergogne. Il a dit que le test n'était pas dangereux, mais comme il s'agissait toujours d'un examen scolaire, personne ne devrait se détendre. Puis il expliqua que cela se déroulerait dans un donjon de bas niveau et que chaque groupe pourrait compter jusqu'à 8 membres. Une fois que l'équipe s'est organisée, la classe A commencerait et les autres attendraient. Quand quelqu'un est intervenu, l'enseignant a dit que tout le monde le connaissait probablement déjà en tant que membre du conseil étudiant.
C'était le garçon de tout à l'heure se présentant comme Kim Jong-yeon. En entendant ce nom, notre héros fut surpris. Cela lui semblait familier comme s'il l'avait déjà vu quelque part. Ensuite, le professeur sans vergogne a regardé le protagoniste et a dit que puisque la classe n'avait que Junwoo et Ayusa, il rejoindrait la classe 500. Le garçon du conseil a salué le maître de cérémonie. Les gars que le protagoniste avait battus auparavant semblaient nerveux, même s'ils essayaient d'agir comme des durs. Notre héroïne a souligné qu'ils faisaient un travail épouvantable en prétendant qu'ils avaient visiblement peur. D'autres étudiants se sont plaints d'avoir eu la malchance d'être regroupés avec un étudiant admis à titre spécial. Un garçon a demandé pourquoi il devait faire équipe avec un seul membre et une fille s'est plaint que c'était comme faire une mission avec 2 membres portés disparus. L'un des garçons qui a été battu par le MC s'est excusé, mais avant qu'il puisse continuer, le protagoniste l'a interrompu et lui a dit que ce n'était pas grave. Puis il a demandé des informations sur le donjon et quelqu'un a dit qu'ils en avaient rassemblé un peu. Un garçon s'inclina et lui tendit une tablette, lui disant de vérifier les détails. Tout le monde était abasourdi, quelqu'un s'inclinait devant le plus grand perdant de l'école, puis ce même garçon a ricané disant que notre héros était inutile s'il devait dépendre des autres pour obtenir des informations. Quelques heures plus tard, à l'entrée de la grotte, Jungwon a demandé si la dernière équipe était prête et a donc répondu que les étudiants de première année devraient être capables de comprendre les itinéraires et comment terminer la mission. Le professeur a expliqué que le test se terminerait une fois qu'ils auraient vaincu le boss du donjon. Avec un étrange sourire, il demanda si quelqu'un voulait savoir autre chose. Le protagoniste resta silencieux et l'observa attentivement. Ensuite, Jonghyun a annoncé que l'équipe finale pouvait commencer et le groupe du protagoniste est entré dans le donjon. À mesure qu'ils avançaient, notre héros pensait que le donjon semblait assez normal. Elle était remplie des monstres des cavernes habituelles. Puis un son fort résonna dans le donjon, obligeant le MC à s'arrêter. Une énorme vague de monstres ressemblant à des rats se précipita sur les étudiants. Le groupe a paniqué, criant qu'ils étaient trop nombreux et se préparant à se battre. Le système a annoncé qu'ils étaient désormais autorisés à utiliser leurs capacités. Le visage de Janwoo changea alors qu'il marmonnait qu'il voulait voir ce que ses étudiants pouvaient réellement faire. Un garçon a envoyé un souffle de vent, un autre a utilisé une compétence de combat de style tireur d'élite. Le dernier a déclenché une capacité de fou furieux. Ensemble, ils ont à peine retenu les scènes de rats. Un étudiant a continué à tirer des balles à air comprimées sur les créatures. C'était juste assez pour empêcher les monstres de percer. Le MC pensait que c'était à peu près ce à quoi ils s'attendaient. Ils pouvaient à peine utiliser leurs pouvoirs et ne les comprenaient pas vraiment. Les autres n'étaient pas beaucoup mieux, se contentant de brandir leurs épées sans véritable plan. Une seule personne s'est vraiment démarquée, c'était notre héroïne. En utilisant une compétence de feu, les flammes balayèrent les monstres. Aussitôt, ils crièrent alors qu'ils brûlaient. Le MC a remarqué qu'Ayan savait réellement comment utiliser son pouvoir. Même sans cours de classe approprié, elle s'était entraînée toute seule. Il a admis qu'elle s'était bien battue pour un enfant, mais qu'elle n'était encore qu'une débutante. Les autres étudiants étaient déjà épuisés, se demandant s'il s'agissait vraiment d'un donjon de bas niveau puisque les monstres n'arrêtaient pas d'affluer. À ce moment-là, un rat se jeta sur un garçon. À ce moment-là, notre héros a activé l'anneau rotulien et le système a annoncé qu'une compétence était utilisée. Le protagoniste s'apprêtait à lancer une pierre. Dans la seconde suivante, le rat fut détruit par son attaque. Son corps a percuté le mur et le garçon a juste regardé avec confusion. Le MC lui a dit d'être plus prudent et d'arrêter de commettre des attaques imprudentes. Au lieu de cela, cet imbécile a dit à Junwoo de se taire et la fille a affirmé qu'il essayait seulement de marquer des points plus rapidement. Notre grand gars n'arrivait pas à y croire, ils étaient tellement désemparés qu'ils ne comprenaient toujours pas à quel point les choses allaient mal. Un étudiant a demandé si Junwoo avait vraiment réussi tandis que Larousse a admis que ce donjon était bien plus difficile que prévu. Junwoo poussa un soupir, ils étaient terriblement faibles et ne réalisaient même pas qu'ils avaient presque été anéantis. Il n'y avait aucun moyen pour eux de continuer, ils étaient déjà épuisés et ils n'étaient même pas là depuis 5 minutes. À ce stade, la seule personne qui pouvait aider était Goyeyen, mais même alors Junwoo savait qu'il ne pouvait pas compter sur elle. Il voulait laisser les autres derrière lui, mais les gens le regardaient, et quelque chose dans ce donjon lui paraissait bizarre. Il regarda donc le superviseur éhonté et lui demanda si le donjon ne lui paraissait pas étrange. Il y avait beaucoup trop de monstres, surtout si près de l'entrée. Quelque chose n'allait clairement pas et il devrait d'abord arrêter la chasse et le découvrir. Junmin a simplement ricané lui demandant si Junwoo était bon à quelque chose puis lui a dit d'arrêter de s'immiscer. En s'éloignant, il a traité Junwoo d'arrogant et lui a dit de ne pas en faire trop, il était le superviseur donc c'était lui qui décidait de ce qui se passait. Junwoo a crié que s'il continuait ainsi, quelqu'un serait blessé et il a essayé de continuer à parler mais le salaud l'a interrompu et a dit aux étudiants d'écouter. Si quelqu'un était trop fatigué pour continuer, il pouvait abandonner l'examen. Personne n'a répondu. Les étudiants restèrent là dans un silence gêné. Les autres adultes sans vergogne se taisaient également. Jongwon a dit que s'il avait peur, il devrait arrêter tout seul au lieu d'entraîner tout le monde vers le bas. Il a même averti qu'un problème supplémentaire de la part de Jongwon le ferait expulser de l'examen sur le champ, puis quelqu'un a posé la main sur l'épaule de notre grand gars et lui a dit de ne pas s'inquiéter. C'était Jonghyun. Il a dit que si les choses devenaient dangereuses, il interviendrait. En s'éloignant, il a ajouté que même s'il ne ressemblait pas à grand chose, il faisait partie du conseil étudiant, donc Jongwon n'avait pas besoin de s'inquiéter. Jongwoo le regarda partir, essayant toujours de donner un sens à tout. Quelques minutes plus tard, les figurants étaient excités, disant qu'ils avaient enfin trouvé la salle du boss, mais la célébration s'est rapidement calmée et tout le monde s'est soudainement tu. Jongwoo soupira à nouveau, ils avaient déjà peur avant même de voir le patron. Il s'est dirigé vers la porte et a dit qu'il ouvrirait lui-même la salle du patron. Aban est intervenu et a dit qu'ils le feraient ensemble. Jongwoo a essayé de dire qu'il pouvait gérer cela seul, mais elle l'a ignoré et laisse rester à ses côtés.
Elle lui a dit qu'il riait probablement intérieurement parce que tout le monde avait peur, mais ce n'était pas le cas. Yong Bao détourna le regard, essayant de le cacher, puis tous deux ouvrirent ensemble la porte de la salle du patron. Au moment où Yong Bao a regardé à l'intérieur, il s'est figé. Un énorme monstre gisait sur le sol avec un liquide rouge s'échappant de sa tête. Le patron était déjà mort et le sol était couvert de sang. Un étudiant a demandé si c'était vraiment le patron et l'autre l'a regardé sous le choc, se demandant s'il était déjà mort. Zhang Bao était également confus, il n'arrêtait pas de répéter que ce donjon était censé être inexploré. Notre héroïne a regardé Zhang Bao et lui a demandé s'il savait ce qui se passait. Il a déclaré qu'il y avait eu une interférence à l'intérieur du donjon et a immédiatement crié à tout le monde de se retirer. Les étudiants sursautèrent sous le choc et demandèrent pourquoi ils devaient courir. Junwoo leur a dit de sortir maintenant. Il y avait eu une interférence dans le donjon, puis une ombre massive tomba soudainement sur Junwoo et notre héroïne. Pour la première fois, même Junwoo ressentit une réelle peur. Le monstre était énorme et les étudiants ont paniqué et ont couru dès qu'ils ont vu sa taille. Une interférence dans un donjon se produit lorsqu'un monstre plus fort envahit et tue le boss du donjon en premier. Dans un donjon de Baran, c'était la chose la plus rare possible. Notre héroïne avait l'air terrifiée, même notre héros a été secoué. Le système a identifié la bête devant lui comme étant un tigre à 3 queues. Junwoo savait que c'était un désastre. Un boss de rang vert était apparu dans un donjon de rang violet. Les étudiants criaient alors qu'ils couraient, désespérés de trouver la sortie, mais la bête ignora Junwoo et sauta sur les autres à la place. Il s'est effondré et a tout détruit autour de lui. Le professeur était terrifié tandis que Hyun disait à tout le monde de se mettre derrière lui. Le système annonça que l'autorisation avait été accordée et que les compétences de rang 6 étaient désormais actives. Il pourrait enfin utiliser ses pouvoirs. Une lueur se répandit dans le donjon venant du bras du garçon. La compétence de Xiaobei était la colère du porc épic. Il a appelé Junwoo lui disant qu'il ne pouvait pas vaincre seul un ennemi de rang vert et lui a demandé de l'aide. Cela a pris Junwoo au dépourvu. Pourquoi ce garçon voulait-il son aide ? A s'est excusé et a admis qu'il savait déjà que Junwoo avait des pouvoirs puisqu'il avait réussi sans passer l'examen d'entrée. Tout le monde était abasourdi et l'un des étudiants a demandé si Junwoo était comme ça. Junwoo était sans voix. Quelques jours plus tôt, une fenêtre système avait indiqué que ses capacités ne pouvaient être mesurées. Wu-Shik s'y attendait et a déclaré que Junwoo avait techniquement toujours réussi. Junwoo a répondu qu'il ne voulait pas d'attention. L'homme lui a dit que c'était l'une des rares choses sur lesquelles il n'avait pratiquement aucun contrôle. Si Junwoo voulait rester inaperçu, les professeurs l'ignoreraient probablement. Puis il a ajouté que lorsqu'il disait qu'il pouvait y faire face, il voulait en réalité dire que presque personne ne s'en soucierait suffisamment pour s'en occuper. Junwoo a marmonné qu'il n'aurait pas dû faire ça. De retour dans le donjon, il se précipita et dit qu'il aiderait autant qu'il le pourrait. Yun l'a remercié et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Juste après, le tigre s'est mis à les attaquer. Pour une raison quelconque, Yun avait l'air confus. Alors qu'il se préparait à bloquer, il repéra une ouverture. Il a tiré plusieurs pointes de mana sur le tigre. La bête essaya de se défendre de l'attaque de Yun, mais il ne lui laissa pas le temps de récupérer et frappa à nouveau immédiatement. 2 pointes ont transpercé le corps du monstre. Ce deuxième coup envoya la créature dans une frénésie. Un étudiant a déclaré qu'un membre du conseil étudiant se trouvait vraiment à un autre niveau et une fille a admis qu'il ressemblait à des enfants à côté de lui. Ensuite, certains d'entre eux ont regardé Junwoo et se sont plaints qu'il ne faisait rien tandis que Yun s'occupait de tout. Un étudiant a même demandé si Yun accordait un traitement spécial à Junwoo, mais la fille a répondu que cela ne pouvait pas être le cas. Pourtant, le garçon a dit que Junwoo l'avait ennuyé depuis le début. Il ne pouvait pas le laisser s'en sortir sans rien faire. Il devait comprendre ce qui se passait réellement. Le troisième membre le plus fort de Joe 8 a continué à avancer, cherchant des occasions de frapper. Il était déconcerté. Il n'avait jamais eu un combat aussi fluide auparavant. Pour lui, battre un boss de rang vert, cela semblait presque trop beau pour être vrai. Puis il est passé chez Zhonggu et est devenu encore plus méfiant. Est-ce que Zhonggu a fait en sorte que cela se produise tout en lui laissant tout le mérite, mais il abandonna cette idée lorsque le tigre revint vers lui. À ce moment-là, Junwoo lança négligemment une pierre sur le monstre. Le tigre commença à avoir des vertiges. Notre grand gars était pratiquement en train de l'endormir. Maintenant, le garçon a enfin compris. Chaque fois que la bête essayait de se rapprocher, Junwoo utilisait une compétence pour la faire dévier de sa trajectoire. Il avait déjà entendu parler de quelque chose comme ça. Yunwoo visait les points faibles, ce qui aurait dû être presque impossible à moins de savoir exactement comment le monstre se déplacerait. Ce qui l'a le plus choqué, c'est que Junwoo faisait tout cela sans que personne ne s'en aperçoive, et cela l'a amené à se demander qui était vraiment Junwoo. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance pour le moment. Ils ont dû battre le tigre et faire sortir les étudiants, alors il a de nouveau frappé le monstre à la tête et ce coup l'a achevé. Les garçons regardèrent le corps du tigre plongé dans leurs pensées. Après avoir vu ce combat, les autres étudiants furent stupéfaits. Ils n'arrêtaient pas de dire que quelqu'un du conseil étudiant était incroyable et que leur aîné était le meilleur. Le superviseur sans vergogne rit tout seul, il avait pensé que l'incident d'il y a 2 ans pourrait se reproduire, mais maintenant il semblait que tout irait bien, et si Junwoo avait réellement obtenu une dispense d'évaluation sans raison, cela pourrait être utilisé pour l'expulser de l'académie. Mais Junwoo arrêta tout le monde, avertissant que le monstre était toujours en vie, rester là était dangereux, alors il devait partir maintenant, puis quelqu'un lui a soudainement crié de le regarder. C'était le même gars plus tôt, me disant que Junwoo ne parlait comme ça que pour voler des points. Puis il sauta devant la bête, il a crié qu'il ne laisserait pas Junwoo s'en attribuer le mérite et qu'il porterait lui-même le coup final. Malheureusement pour lui, le tigre ouvrit les yeux et bondit. Et oui, c'est allé directement à cet idiot. Junwoo ne pouvait que penser que ce type était complètement idiot. Mais ensuite, le deuxième plus grand Junwoo a sauté devant lui et l'instant d'après, son bras a été arraché. Le garçon cracha une énorme gorgée de sang. Celui qui en était la cause restait là sous le choc.
Les étudiants et même le professeur étaient horrifiés. Lorsque le garçon s'est effondré, tout le monde a crié, demandant s'il était encore en vie. Alors Jungwon a dit à tout le monde de courir. Lorsque les étudiants lui ont demandé s'il irait bien, il leur a dit de s'inquiéter pour eux-mêmes. Notre héroïne était terrifiée. Une membre du conseil étudiant était tombée d'un seul coup et elle ne savait pas comment l'aider. Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, le monstre était déjà devant elle. Elle se dit de rester calme. Le tigre avait peur du feu et c'était l'un de ses pouvoirs. Mais lorsqu'elle a tenté d'attaquer, rien ne s'est produit. La peur avait pris le dessus. Son corps tout entier tremblait si fort qu'elle ne pouvait plus bouger du tout. Puis la créature se précipita droit sur elle. À ce moment-là, le système a annoncé que le flux explosif avait été activé. Un point vola vers le monstre. C'était notre héros. Un coup de poing frappa le tigre et l'envoya voler. La jeune fille le regarda sous le choc. Jong-woo l'avait-il vraiment fait exploser d'un seul coup? Ce seul coup de poing propulsa le tigre loin en arrière. Une seconde plus tard, le protagoniste est sorti de là. Le figurant d'avant pleurait à côté de notre chèvre tombée. Honnêtement, il n'avait pas l'air méchant, juste stupide, puis quelqu'un l'a attrapé par le col. C'était notre héros qui lui disait d'arrêter de déconner et de l'emmener s'il ne voulait pas qu'il meure. Le protagoniste a appelé le grand gars pour l'aider, tandis que tout le monde a été invité à rester caché. Se préparant à se battre, il s'en voulut. S'il n'était pas resté dans l'ombre, cela aurait pu se terminer bien plus tôt. Maintenant, la créature lui rugissait au visage. Un instant plus tard, la balle lui tomba dessus. Notre chèvre a esquivé avec facilité. Après cela, le tigre a commencé à retirer les armes tranchantes de son corps. Il est arrivé au MC avec quelque chose qui ressemblait à une lance, mais il l'a évité. Au même moment, le système annonçait que la capacité des armes avait été activée. Avec le flux actif, le protagoniste a donné un autre coup de poing au monstre. À ce stade, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait achever le tigre. Et puis notre héros a déclenché une autre compétence. C'était en fait le même, mais maintenant il tirait plusieurs coups à la fois. Les gens qui regardaient étaient stupéfaits de voir le protagoniste maîtriser le tigre. Même notre waifu ne pouvait quitter son futur mari des yeux. Le gars sans vergogne était également confus regardant le protagoniste abattre le tigre. Il ne pouvait pas le comprendre. Jong-woo semblait inutile auparavant et maintenant il ressemblait à une personne totalement différente, ce qui ne faisait que le mettre encore plus en colère, se demandant si le protagoniste avait vraiment réussi sans le test. D'après la façon dont il combattait, le protagoniste avait l'air plus fort que les vétérans et il utilisait même une arme ancienne. Puis quelqu'un a crié qu'utiliser une ancienne arme surnaturelle était trop dangereux. Notre héros l'a ignoré et a continué à avancer. Il connaissait déjà le risque, le professeur parlait évidemment de la pénalité. Chaque arme ancienne en possédait une, son effet changeait en fonction de l'arme et certaines pouvaient même tuer l'utilisateur. Malgré cela, il a continué à les utiliser parce qu'ils étaient incroyablement puissants. Le bracelet était simple à utiliser et avait un grand pouvoir sans pénalité, mais il permettait uniquement à l'utilisateur d'utiliser les capacités du monstre à l'intérieur de son noyau. Une arme surnaturelle, c'était différent. Cela augmentait la puissance du monstre et changeait sa forme pour que le chasseur puisse l'utiliser. Le MC pensait que les nouveaux chasseurs étaient devenus mous et même si tout allait bien maintenant, les monstres ne deviendraient plus forts que plus tard. Puis l'instant suivant, le tigre s'approcha de lui. Le salaud a tenté de frapper à nouveau notre héros, mais la chèvre l'a dépassé sans problème. Le système a annoncé une attaque de flux et la créature avait effectivement l'air effrayée. Le protagoniste tourna dans les airs puis donna un autre coup de poing au tigre. Le coup explosif fut si violent que le monstre ferma un œil à cause de l'impact. L'onde de choc a même atteint les passants et notre héroïne. La fumée a rempli la zone et, à travers elle, le protagoniste s'est souvenu de la pénalité infligée par l'anneau rotulien. Il se nourrissait de la peur de l'utilisateur. Même après avoir été écrasé comme ça, ce salaud a quand même rouvert les yeux. Ensuite, le système a annoncé que la pénalité s'activait. Patelis était un monstre de classe verte que le protagoniste avait déjà chassé. Si quelqu'un le craignait, la chose devenait presque impossible à battre. Puisque l'anneau était fabriqué à partir du noyau de Patelis, la pénalité était simple. La première personne à ressentir de la peur serait éliminée. En d'autres termes, le premier à perdre son sang-froid s'envolerait. Le MC est retourné vers les étudiants et a demandé si Upin allait bien. Le grand type a dit qu'il avait au moins arrêté le saignement. Son compagnon respirait encore, mais il avait perdu trop de sang, il devait donc agir vite. Le protagoniste a demandé la radio en disant qu'il devait y avoir un centre de contrôle. Il devait contacter les plus hauts gradés. Le professeur l'a sorti de sa poche et le protagoniste l'a immédiatement pris, il l'a allumé et a signalé qu'ils avaient vidé le donjon mais qu'il y avait des victimes. Il a ajouté que des interférences avaient fait passer le donjon du violet au vert et qu'une personne blessée avait été grièvement blessée. Puis il a soudainement utilisé un code, notre héros a dit qu'il quittait le donjon et leur a dit d'envoyer immédiatement une équipe de secours. Alors qu'il donnait les détails de Yoon, Jong-won se demandait comment un étudiant de rang E connaissait les codes de blessure et le système de signalement. Si Jong-won était censé être un amateur, qui était-il vraiment? Le protagoniste n'a pas répondu et cela ne faisait que compter le gars. Il a commencé à crier puis a reçu un coup de poing en pleine bouche. Bien sûr, celui qui l'a frappé était le protagoniste. Pendant que le gars pleurait, le protagoniste a dit qu'un superviseur devrait savoir lire la situation. Pourtant, cet idiot voulait continuer à discuter. C'est alors que le grand patron est intervenu et a prévenu qu'un mot de plus enverrait le paquet supplémentaire. Après cela, le professeur finit par se taire. Quelques minutes plus tard, à l'extérieur du donjon, les étudiants sortirent. Notre héros avait l'air sombre alors qu'il vérifiait l'état de son compagnon. Mushouk a demandé si le protagoniste allait bien. Il a dit que son ami avait agi sans se retenir et le MC a répondu que grâce à cela, personne n'était mort. La deuxième plus grande chèvre a prévenu que tout le monde en entendrait bientôt parler et que Sigdu le découvrirait également. C'était suffisant pour le protagoniste. Il a déclaré qu'un enseignant de l'école avait tenté de se débarrasser de lui et qu'un élève de 19 ans avait perdu un bras. Puis il a demandé si Wuxia pensait vraiment que tout cela avait du sens.
En voyant cette expression, Woo-seok commença à trembler. Notre héros a clairement fait savoir que si cela se reproduisait, il ne le lâcherait pas. Alors qu'il s'éloignait, le MC a ajouté que son ami ne voudrait vraiment plus le voir comme avant. Quelques heures plus tard, le professeur sans vergogne était dans le bureau de Woo-seok. Il a déclaré qu'il y avait eu des problèmes avec l'examen et a affirmé que c'était Xia qui avait insisté pour l'examen pratique. Il a poursuivi en disant que le test visait à combler l'écart entre les autres classes et la classe E, insistant sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec cet incident antérieur. Le réalisateur a déclaré que même maintenant, Young-min cherchait toujours des excuses. Puis il a craqué demandant si Young-min pensait vraiment qu'il ne savait pas que le test avait été fait pour chasser notre garde de l'école. Le professeur sans vergogne a été secoué. Il ne s'attendait pas à ce que Woo-shik le sache déjà. Pendant une seconde, il se demanda si quelqu'un de plus puissant que le ministre Moon-jin était impliqué, mais repoussa cette pensée et tenta de se ressaisir. Il a insisté sur le fait que le test lui-même était satisfaisant et que personne n'avait été contraint à l'assujettissement. Avant qu'il ait pu raconter d'autres bêtises, la chèvre l'a interrompu et lui a dit que le vrai problème était le passage soudain à un examen pratique. Pour réussir, il fallait 60 étoiles et Young-min savait déjà que les étudiants spéciaux n'avaient aucune réelle chance, donc c'était injuste. Puis il a souligné que le MC n'était clairement pas normal, il n'a même pas eu besoin de passer l'examen, mais il a quand même obtenu le meilleur résultat. Après cela, le professeur a affirmé que l'accident dans le donjon n'était qu'un cas d'interférence. Puis vint l'une de ses plus grandes réalisations. Il a ajouté que Woo-shik avait également approuvé le test. Cela a en fait laissé le bouc sans voix parce qu'il l'avait approuvé. Finalement, Woo-shik a arrêté de discuter et a dit qu'il comprenait. Il a dit au professeur de préparer le rapport. Ils examineraient les images avant de prendre une décision. Le professeur sans vergogne a quitté le bureau avec un sourire, mais il s'est figé lorsque Woo-shik l'a arrêté et lui a dit qu'il voulait qu'une chose soit comprise. Il n'avait pas peur du ministre Moon-jin. La seule personne qu'il avait jamais craint était Jun-woo d'il y a 40 ans. L'homme a demandé ce que cela signifiait et Woo-shik l'a averti que si quelque chose comme ça se reproduisait, il ne pourrait rien faire pour protéger Jun-woo. Cet avertissement a rempli le professeur de peur. Devant le bureau du président de l'académie, le professeur sans vergogne poussa un long soupir. Il a ensuite appelé le ministre et lui a dit que l'affaire ne sortirait pas. Moon-jin a répondu que heureusement la blessure de Jang-yoon n'était pas mortelle, donc Jang-yoon ne serait pas blâmé pour l'incident. Et comme Yoon n'a jamais été un candidat officiel de toute façon et qu'il a fait expulser le professeur Choi, il devrait être reconnaissant que ce ne soit pas pire. Le professeur s'est excusé et a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que notre héros soit aussi fort. Le ministre a alors demandé si le talent du protagoniste suffisait réellement à justifier son admission. Avant que le professeur ne puisse répondre, Mo Xiaobei l'a interrompu et lui a dit qu'il irait droit au but. En tant que membre de l'association des parents, il pensait que les candidats au conseil étudiant étaient déjà choisis et il a demandé l'avis de Jun-min. Effrayé, le professeur sans vergogne a rapidement accepté, le ministre a dit que c'était bien. Puis il a ajouté que Cho avait travaillé dur et qu'il ne devrait pas se décourager et a suggéré qu'il déjeune un jour. Le ministre a raccroché et le professeur éhonté a poussé un long soupir. Il ne comprenait pas comment un élève pouvait être aussi fort. Jun-woo était bien au-delà des étudiants normaux, il était même au-dessus des chasseurs aguerris. Pourtant, il a décidé qu'il devait profiter de cette opportunité. Quoi qu'il en soit, il devait faire tomber Jun-woo. Ailleurs, quelqu'un a prévenu le protagoniste que cela lui ferait mal, mais il l'a ignoré. Une seconde plus tard, le grand type a crié lorsque le médecin a pressé un coton-tige contre son bras. L'infirmière lui a dit que c'était déjà fini et lui a dit de ne pas s'allonger jusqu'à ce que le tissu soit sec ainsi que quelques autres instructions. Notre héroïne s'est moquée de son futur mari qui s'était comporté comme un bébé après avoir battu un boss de renvers et le MC lui a dit de se taire. Il se demanda si cela faisait si mal parce qu'il n'avait pas utilisé d'armes surnaturelles depuis si longtemps, puis se rappela que les choses n'étaient plus comme avant. Le héros s'est plaint qu'elle n'arrêtait pas de surgir et de l'énerver, et la fille a dit qu'elle arrêterait de venir s'il acceptait de l'aider. Il lui a demandé si elle essayait encore sérieusement d'entrer au conseil et combien de fois il avait dû dire non. Qu'elle rejoigne le conseil ou non ne signifiait rien pour lui. Puis quelqu'un est intervenu disant qu'entrer dans le conseil étudiant ne serait pas facile du tout. Ah, Yehinu a eu l'air surprise et a dit qu'elle avait entendu dire qu'il avait été transféré dans la chambre du protagoniste. C'était la troisième plus grosse chèvre de l'histoire et le MC lui a demandé comment il allait. Le garçon a dit qu'il allait bien, mais ses blessures lui faisaient toujours très mal. Notre héros a alors demandé s'il avait entendu dire que le type arrogant avait abandonné. N a déclaré qu'il l'avait découvert juste après l'examen pratique. Le protagoniste a dit que si quelqu'un vous sauve la vie, le moins que vous puissiez faire est de vous présenter et de dire merci, mais le gars s'est enfui. N l'a balayé en disant qu'ils avaient quand même survécu. Le protagoniste a demandé si c'était vraiment la bonne attitude lorsque le gars avait perdu son bras. Cela laissa le garçon sans voix. Ensuite, la chèvre a dit que son père lui avait toujours dit que tant qu'il n'était pas dehors, il pouvait surmonter n'importe quel défi. Et comme il n'avait pas été envoyé au Brésil, il pensait que les choses s'arrangeraient. Le MC pensait qu'au début le garçon semblait suspect, mais il a abandonné son bras pour sauver quelqu'un d'imprudent et même il y a 40 ans, des gens comme ça étaient rares. Cela faisait également longtemps qu'il n'avait pas entendu ce dicton. Rompant l'ambiance, notre héroïne a demandé pourquoi il avait dit qu'il était si difficile d'entrer au conseil. Le garçon a dit qu'il avait entendu dire que AN voulait nous rejoindre mais que ce ne serait probablement pas facile. Elle a demandé si c'était parce qu'elle était en classe E, mais la chèvre a ri et a répondu que ce n'était pas la raison. Il leur a ensuite demandé s'ils avaient déjà entendu parler de l'association des parents. Cela les prit tous les deux au dépourvu. La fille a dit que la façon dont N avait dit cela donnait l'impression que le groupe était dangereux et il lui a dit qu'elle avait raison. L'association des parents comptait 5 membres de première année et ensemble ils ont eu 5 enfants. Il y avait également 5 places au conseil pour chaque niveau. Il a demandé s'ils avaient compris ce qu'il voulait dire et notre héroïne est devenue pâle. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un groupe de parents puissants qui avaient déjà décidé que leurs enfants obtiendraient ces sièges au conseil.
Un peu inquiet, Ain a demandé s'il était également entré par là. Le garçon a dit non, il n'est arrivé qu'après l'ouverture d'une place de réserve. Le protagoniste a demandé si les étudiants avaient besoin d'une approbation pour adhérer et dans le cas contraire s'ils avaient simplement renvoyé quelqu'un d'autre. Lorsque Hans est resté silencieux, le MC a demandé ce qui était arrivé aux étudiants expulsés au cours de ce processus. Notre héroïne était choquée, se demandant si les gens étaient vraiment expulsés à cause de cela. La chèvre a demandé s'il devait vraiment répondre à cela. Puis il a regardé notre héroïne et a dit que c'était étrange de dire cela en tant que senior, mais qu'elle ferait mieux d'abandonner le conseil. Elle a refusé immédiatement. Lui disait-il vraiment d'arrêter avant même d'essayer simplement parce que l'association des parents pourrait blesser quelqu'un? En regardant le protagoniste, elle lui a demandé s'il ne pensait pas que tout cela était foutu et qu'il fallait le réparer. Le MC savait que la corruption de l'école mettait les étudiants en danger et oui, il voulait intervenir. Mais le retour de Gigantiana comptait plus, alors il a répété ce qu'il avait déjà dit. Rien d'autre n'avait d'importance jusqu'à ce qu'il trouve Cho. À ce moment-là, le garçon a dit qu'elle était arrivée au moment idéal. Leur deuxième héroïne, ou peut-être la principale, est apparue derrière le protagoniste. Yunchi se dirigea vers eux. Notre héros était abasourdi pensant que les choses se mettaient en place trop vite. Yunchi s'est levé avec un grand sourire et est allé saluer sa petite amie. Il a dit que cela faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus, mais elle l'a complètement ignoré et est passée devant lui en direction de notre héroïne. Lee Cheng a déclaré que sa sœur avait déjà tenté à plusieurs reprises de la faire quitter l'académie. Puis elle a demandé ce que Yunchi prévoyait de faire maintenant qu'elle était déjà inscrite là-bas pour étudier. Yunchi ne répondit pas, elle a juste regardé sa sœur, et juste comme ça, une guerre totale de waifu a commencé tandis que les deux chèvres regardaient dans un silence gêné. Le protagoniste n'avait aucune idée de ce qui s'était passé entre eux, mais un regard lui disait que c'était sérieux. Il a commencé à se demander si Eun voulait rejoindre le conseil juste pour battre Yunqing. Notre héroïne a dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire, alors elle s'en allait. Lorsque le MC a essayé de parler, elle l'a interrompu et lui a dit que sa situation était encore pire. Pour la première fois depuis son arrivée, Yunchi a finalement parlé et a demandé si sa sœur avait été blessée. Et Eun eut l'air surprise puis elle s'éloigna en disant qu'il était trop tard pour agir comme si elle s'en souciait. Maintenant, essayant d'apaiser la tension, Yoon a remercié son ami d'être venu et lui a demandé si le protagoniste et Yunchi se connaissaient déjà. Tandis qu'ils se regardaient, il plaisanta en disant que leur première impression n'était probablement pas bonne. Il a alors pensé qu'il ferait mieux de partir avant de gâcher leur rendez-vous. Alors il est parti en disant qu'il avait des choses à faire, le MC a dit qu'il voulait parler à Yunchi et les deux ont quitté la pièce ensemble. En regardant cela, Yoon se sentait encore plus mal à l'aise face à tout ce désordre étrange. Plus tard dans le couloir de l'hôpital, Yunchi a demandé quel était son problème avec elle. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il n'avait pas préparé cette conversation lors de leur première rencontre. Il pensa à être direct puis envisagea de dire qu'il était fan pour se rapprocher d'elle, mais il savait que cela ne l'aiderait pas vraiment. Elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'il avait participé à l'assujettissement lors de l'examen pratique. Quand il a essayé de minimiser cela et de dire que Yoon avait tout fait, elle l'a interrompu, son ami n'aurait pas pu gérer ça seul. Elle a souligné que c'était une situation de panique, mais qu'une première année y était parvenue, et même les conseils qu'il avait donnés plus tôt n'étaient pas quelque chose qu'un débutant dirait. Le héros était sur le point d'inventer une autre excuse, mais à la place il dit simplement qu'elle était bien trop sûre d'elle. D'un ton taquin, Yunchi lui a demandé s'il essayait sérieusement de la provoquer. John Woo a dit bien sûr que non, il voulait juste savoir s'ils s'entendraient bien. Pour y mettre fin, elle lui a demandé s'il voulait rejoindre le conseil ou quelque chose comme ça. Elle devina qu'il essayait probablement d'établir des liens, mais elle répondit que ce n'était pas nécessaire. Ses compétences se démarquaient déjà. Le protagoniste a dit qu'il n'avait aucun intérêt pour le conseil étudiant, mais elle l'a de nouveau interrompu et a dit qu'elle avait une dernière chose à dire. Abandonnant cet acte ludique, elle l'a averti que peu importe ce qu'il ferait pour entrer au conseil, il ne devrait jamais y entraîner sa sœur. Le protagoniste a dit que les deux sœurs se ressemblaient vraiment, ce qui a fait froncer les sourcils de Yunchi confus. Il a poursuivi en disant que Eun était le seul à vouloir le siège du conseil. Et il s'en fichait du tout. Il essayait seulement de se rapprocher d'elle parce qu'il avait des affaires en suspens avec Seokdo, puis complètement sorti de nulle part, elle lui enfonça son coude dans le cou et le plaqua contre le mur. Elle demanda si sa sœur lui avait demandé quelque chose et lorsque le héros essaya de répondre, elle lui dit de parler clairement. Elle a insisté plus fort, a demandé à un Yon de l'aider à entrer au conseil ou à se venger. Maintenant, le héros était ennuyé et prêt à riposter, mais cela n'allait pas aussi loin. Il l'a simplement repoussé, ce qui l'a prise au dépourvu. Elle se redressa rapidement, puis lui lança un coup de pied. Cette fois, il eut du mal à le bloquer. Après avoir esquivé une autre frappe, il réalisa qu'elle était vraiment douée. Ils croisèrent les yeux pendant une seconde puis bougèrent à nouveau. Il pensait que cela n'avait rien à voir avec leur dernière rencontre. Son niveau était élevé, même selon les standards de l'équipe de gestion du donjon. Avant qu'il ait pu terminer cette pensée, notre héroïne a de nouveau attaqué. En esquivant, il réalisa qu'il avait vraiment sous-estimé Yunchi. Elle était incroyablement rapide. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi sa subjugation dans la rue semblait si moyenne alors que ses véritables compétences étaient clairement bien meilleures. Elle revint et il esquiva une fois de plus comme s'il était sur le point de contrer. Sauf que ce n'était pas son véritable geste. Au lieu de cela, il attrapa le bandage sur son bras et le lui lança soudainement au visage. Cela a fonctionné. Elle fut éjectée pendant une fraction de seconde, lui laissant le temps de l'attraper par le pécal. Il l'a attrapée par le cou et l'a plaquée contre le mur. Elle lui lança un regard noir et lui demanda si ce geste était contraire aux règles. Jengbo a répliqué demandant si cette école avait même des règles. Elle a dit que pour un élève spécial, il s'était habitué assez rapidement à cet endroit. Le protagoniste a admis qu'elle était plus forte que prévu, puis a demandé ce qui s'était réellement passé lors de la dernière soumission. Elle lui a dit que cela ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas de bien faire l'assujettissement.
Il s'agissait d'offrir un spectacle au public, cette réponse l'ennuyait visiblement, puis elle lui a demandé pourquoi il voulait parler. Zhang Bao a dit que ce n'était pas grave, il avait juste besoin de rencontrer le grand-père de Yunche et voulait qu'elle apporte des armes du quartier général, cela l'a seulement incité à le regarder. Elle a dit qu'elle ne pouvait en aucun cas prendre des armes à partir de là. MC a dit qu'il avait entendu dire qu'il s'agissait uniquement de pièces d'exposition et puisque Seokdo dirigeait la maison de soutien, en obtenir quelques-unes ne devrait pas être difficile. Yunche a arrêté ça tout de suite. Il était impossible que son grand-père soit d'accord avant qu'il puisse insister davantage, une femme l'appela. Alors qu'il avait encore une main sur l'épaule de la jeune fille, l'infirmière l'a prévenu qu'il ne pouvait pas se battre à cet endroit. Yunche repoussa sa main puis elle se tourna et partit comme si de rien n'était. Zhang Bao a dit qu'il avait hâte de la revoir mais elle a répondu qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Il a juste dit que ce serait difficile. Après tout, elle était la petite fille de Sukju. Un peu plus tard, il retourna dans sa chambre. Yuncheng a demandé comment les choses s'étaient passées avec Cha et Zhang Bao a dit que ça s'était mal passé. Yuncheng a dit qu'il le pensait. La protagoniste a demandé si sa relation avec son grand-père était si mauvaise. Yun avait l'air un peu triste et un peu surpris. Il a dit que ce n'était pas vraiment mauvais, mais qu'il ne faisait pas chaud non plus. Il ressemblait plus à des collègues qu'à des membres de la famille. Cela a pris MC au dépourvu, alors il a demandé s'ils n'étaient pas vraiment proches comme une famille. Junshai a dit que c'était vrai. Ensuite, Junshai lui a demandé de quoi il lui avait parlé. Il a dit qu'il avait demandé à Xiaobei de lui procurer quelque chose, mais qu'elle avait refusé. Junshai a dit que cela avait du sens. Son ami n'avait jamais rien demandé à son grand-père auparavant. Le simple fait d'être avec lui était effrayant. Le protagoniste a demandé ce qu'il voulait dire. Yunshai a dit que ce n'était pas quelque chose dont il pouvait parler là-bas. Puis il a ri et a déclaré que la demande était vouée à l'échec dès le départ. Zhang Bao a demandé s'il devait simplement lui offrir de l'argent, ce qui n'a fait que faire rire Yun encore plus. Il a dit qu'une seule chose attirerait son attention. MC a demandé ce que c'était. Voxuan a dit que s'il voulait une faveur de Yunchi, il devrait faire renoncer Yun à rejoindre le conseil. Il ne savait pas pourquoi, mais il était sûr que Yunchi détestait l'idée que sa sœur fréquente l'académie. Zhang Bao pensait que cela correspondait à ce qu'elle avait dit lors de leur combat. Yunchi a dit que si un Yun abandonnait, il pourrait obtenir ce qu'il voulait. Mais le protagoniste lui a soudainement dit de se taire. Quelqu'un passait à proximité. Quelques heures plus tard, ailleurs, notre héroïne était assise seule sur un banc. C'était la même personne qui était passée plus tôt et maintenant elle rejouait ce qu'elle avait entendu de MC et Yun. Elle se souvenait à quel point elle s'était efforcée de rejoindre le conseil afin de pouvoir se venger de Sukdo, mais avec ses compétences actuelles, elle ne pouvait pas entrer au conseil. Elle n'est peut-être même pas diplômée de l'académie. C'était pourquoi elle avait besoin de Jongwoo. Il n'était qu'en première année, mais il était bien plus fort qu'il n'aurait dû l'être et avec son aide, elle pourrait s'en sortir. Pourtant, elle se dit qu'elle avait déjà perdu toute chance d'obtenir son aide, puis elle se força à l'accepter. Les choses avaient toujours été ainsi, alors elle s'en occuperait à nouveau seule jusqu'à ce que quelqu'un s'approche d'elle. C'était lui, et la première chose qu'il lui demanda fut pourquoi elle agissait de manière si pathétique. Il lui a demandé pourquoi elle ne rentrait pas chez elle puisqu'il était déjà tard. Elle a dit qu'elle était sur le point de partir, Xiaomu a dit qu'il avait une question, pensait-elle abandonner? Cela fit tressaillir Ayuan. Elle lui a demandé pourquoi il pensait cela et il a répondu comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. Il sourit pensant que ce n'était pas ainsi que les choses s'étaient passées dans l'histoire originale. Puis il lui a dit qu'il avait combattu Xia, elle fut de nouveau choquée et lui demanda ce qu'il voulait dire. Xiaomu a dit qu'il l'avait vraiment combattu et que Yunting était encore plus fort que prévu. Cela a rendu les choses compliquées. Les deux ne parvenaient pas à s'entendre et ont fini par s'affronter à nouveau, alors il a décidé de changer d'approche. Au lieu de demander gentiment à Yunting, il a dit qu'il la menacerait. Yuan le regardait simplement confus, elle a dit qu'il était exactement comme elle l'imaginait, beaucoup trop agressif et lui a demandé s'il plaisantait. Le protagoniste a dit non, il cherchait le point faible de Yuncheng. Yuan ne pouvait pas imaginer quelle faiblesse sa sœur pouvait avoir. Xiaomu la montra du doigt. Il a dit que la faiblesse de Yuncheng était sa propre sœur. Il a dit à Yuan d'y réfléchir. Xia était le chef du conseil, un chasseur de haut niveau et la petite fille du chef de l'association. Alors pourquoi quelqu'un d'aussi puissant se soucierait-il autant d'Ayuan? Peu importe à quel point Ayuan a travaillé, elle ne devrait pas pouvoir atteindre le niveau de Yuncheng. Il devait donc y avoir une autre raison pour laquelle elle n'était pas à l'académie des chasseurs. Peut-être que la présence d'Ayuan pourrait nuire à l'avenir de Cha, ou peut-être que Chao avait peur que sa sœur ne prenne sa place. En entendant qu'Ayuan crachait son jus, elle a dit que cela n'avait aucun sens car elle connaissait ses propres limites. Xiaomu lui a dit que ce n'était pas nécessairement vrai. Il fallait juste que cela paraisse vrai, cela ne faisait que la rendre encore plus confuse, puis il a dit qu'il l'aiderait. Si elle devenait assez forte pour affronter Junchua, il pourrait découvrir sa véritable faiblesse. Cela la laissa encore plus abasourdie. Xiaomu a demandé si elle n'était pas confiante. Elle se redressa, réfléchissant sérieusement à quelque chose que nous ne savons toujours pas, puis elle a crié qu'elle le ferait et surpasserait sa sœur. MC pensait que c'était ainsi que les choses auraient dû se passer depuis le début. Il s'est levé et a dit que c'était assez de parler pour aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de temps aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de temps. Dès demain, il s'entraînerait pour qu'elle puisse devenir candidate au conseil municipal avant le deuxième semestre. Juste au moment où elle commençait à demander quelque chose, il l'interrompit et dit oui, exactement. L'association des parents d'élèves et tout ce qui y est lié ont dû être supprimés. En s'éloignant, il lui a demandé si elle avait compris. Avant qu'il puisse partir, elle l'appela à nouveau. Les larmes aux yeux, elle le remercia et lui dit qu'elle n'oublierait jamais cette faveur. Ailleurs, dans un restaurant de sushi, quelqu'un a demandé si son troisième gars allait bien. Un autre a déclaré qu'ils étaient inquiets parce que le garçon avait repris confiance en lui après être entré en classe A. Quelqu'un d'autre a dit que cela valait la peine d'être célébré puisque l'un d'entre eux était heureux d'être décédé. Puis un homme arriva là où ils étaient rassemblés. C'était le professeur éhonté qui s'excusait d'être en retard et tout le monde le reconnut d'un coup.
Une personne a déclaré avoir entendu dire qu'il y avait eu un accident pendant l'examen et lui a demandé s'il allait bien. Le professeur a dit que rien de grave ne s'était produit. Cette réunion était composée de l'association des parents de première année. Xiaomu a déclaré qu'il devrait passer à la raison principale du rassemblement. À la fin du semestre, ils devaient se préparer pour la période d'admission, ils commençaient donc par vérifier les documents. Après les avoir examinés, ils étaient censés signer. Il a remis le premier set au père de Tian, Yong-gun. Ensuite, il a continué à distribuer les papiers aux autres personnes présentes, des personnes ayant une réelle influence dans l'industrie, jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier, le père de Jo-suk, le ministre Min-jin, qui avait été un problème dès le début. Le professeur leur a dit de signer à leur rythme et a demandé si quelqu'un avait des questions. Jung l'a fait, il a évoqué l'examen pratique de quelques jours plus tôt et a déclaré qu'il avait entendu dire qu'un étudiant spécial l'avait réussi seul, puis il a demandé s'il y avait une chance que ce garçon se présente au conseil. Cette question a choqué tout le monde. Le professeur sans vergogne a déclaré que notre héros n'avait montré aucun intérêt et que leurs enfants n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Honnêtement, a-t-il ajouté, il était très peu probable que Jun-woo postule. Après cela, le ministre a dit qu'il avait également une question. Il a demandé si le professeur avait un plan de secours au cas où cette supposition serait fausse. John Min a dit que bien sûr il l'avait fait et leur a dit de ne pas s'inquiéter. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour que le plan réussisse. En souriant, il a promis que chacun de leurs enfants entrerait dans le conseil étudiant. Le lendemain, à la Hunter Academy, Jo-woo entra en classe. Tout de suite, quelqu'un a crié qu'il était enfin là. Un groupe d'étudiants se sont précipités et ont commencé à lui poser des questions. Ils n'arrêtaient pas de lui demander comment il avait réussi à nettoyer le donjon tout seul et il pouvait à peine suivre le rythme. Jin-woo n'avait aucune idée de comment les choses étaient devenues aussi folles, puis il remarqua la raison, une affiche sur le mur disant qu'il s'était classé premier au test, il pensait que c'était complètement ridicule. Même après plusieurs minutes, la classe n'arrêtait toujours pas de l'interroger. Jin-woo laissa échapper son aura et leur dit de bouger. Il ne les connaissait même pas. C'est à ce moment-là que les autres étudiants ont réalisé qu'il n'était plus le même vieux Jin-woo. Il s'est dirigé vers son siège et notre héroïne l'a tout de suite remarqué. Jin-woo lui a dit qu'il n'aurait jamais pensé que le professeur lui donnerait une note parfaite. Elle a dit qu'il ne changeait pas les résultats des tests, alors ils ont montré son vrai score, ce qui lui a au moins dit que les classements n'étaient pas truqués. Puis il lui a demandé si elle avait fait ce qu'il lui avait dit, elle a répondu oui, puis a demandé combien de temps durerait l'entraînement physique. Jusuk lui a dit qu'un bon équipement ne signifiait rien si son corps ne pouvait pas suivre. Elle comprit mais lui rappela que les examens finaux arrivaient bientôt. Il a demandé si c'était un autre donjon. Nanori a dit non, ce serait un test écrit et un sparring match. Jusuk pensait que les tests de l'académie étaient bizarres. Pourquoi les étudiants ont-ils dû se battre? Pourtant il a dit que c'était mieux, elle n'avait qu'à battre une seule personne. Naturellement, elle a demandé qui. Sa réponse était simple, Jo Seok, il était clairement l'un des candidats au conseil étudiant. Son père était pasteur et après tout ce qu'il avait fait, le professeur avait même essayé de le faire échouer. Et rien de tout cela ne se produirait sans le soutien de l'association des parents. Ils ont déclaré que les membres du conseil étaient choisis en fonction des résultats des examens, de sorte qu'il y avait une chance que Jo-suk ne soit pas retenu. Si elle le battait, elle pourrait franchir la première étape sans problème. En entendant cela, elle commença à y réfléchir. Josuke a choisi des merveilles comme un imbécile. Mais Jopa Kensu n'était pas confiant, elle a dit qu'elle essaierait et il a repoussé, essayez juste. Elle l'a rapidement changé et a dit qu'elle le ferait. Il a aimé cette réponse puis a dit qu'il commencerait l'entraînement aux arts martiaux demain et que si elle avait le temps, elle pourrait amener des amis. Son visage a changé tout de suite. Tranquillement, elle a admis qu'elle n'avait pas d'amis. Cela fit que Jun-woo la regarda avec pitié. Elle l'a immédiatement appelé, lui demandant pourquoi il la regardait comme ça alors qu'il n'avait pas d'amis non plus. Jun-woo a demandé pourquoi elle pensait cela. Il a dit que Woo-shik était son ami, puis a essayé de penser à quelqu'un d'autre. Personne ne m'est venu à l'esprit. Puis il se souvint que quelqu'un lui avait dit quelque chose, mais il ne parvenait pas à s'en souvenir complètement. Alors que ce souvenir revenait, Jun-woo se tut soudainement. Eun a demandé ce qui n'allait pas. Et a-t-il eu un problème? Gardant un visage vide, Jun-woo a dit que ce n'était rien. Il venait de perdre sa concentration pendant une seconde. De retour à l'hôpital où notre héros avait été auparavant, Yun-woo pensait à quel point l'endroit était ennuyeux. Au moins, avoir ses camarades de classe là-bas l'avait un peu aidé. Il s'est dit qu'il pourrait tout aussi bien regarder quelque chose sur cette chaîne YouTube. Il attrapa son téléphone puis remarqua que son bras avait disparu. Au moment où il l'a frappé, son visage est tombé puis quelqu'un est entré dans la pièce et l'a appelé. Dès qu'il a vu de qui il s'agissait, son humeur s'est améliorée. Il a demandé si son père n'était pas allé travailler. L'homme a déclaré qu'il avait parlé au chef d'équipe et qu'il avait obtenu un congé. Il a demandé si Yoon se sentait mieux et Yoon a répondu qu'au moins il ne souffrait pas. Son père lui a dit qu'il avait également perdu un bras lors d'un assujettissement, mais il n'a jamais abandonné son rêve. En fin de compte, cela faisait de lui un chasseur encore plus fort. Il a dit que si Yoon continuait à s'entraîner, son bras gauche continuerait à s'améliorer de jour en jour. Puis il a sorti quelque chose de l'intérieur de sa chemise et a dit qu'il avait trouvé quelque chose d'important. Il a affirmé qu'il pouvait prouver que l'association des parents était liée à l'accident survenu il y a 2 ans. Yoon a demandé s'il était toujours coincé là-dessus et son père s'est demandé si même le test avait été prévu avant de s'interrompre. Après cela, il se tue. Juste au moment où l'homme était sur le point de continuer, Yoon lui lança un coup dur. Il a dit à son père d'arrêter de creuser là-dessus. Il avait déjà été licencié à cause de cette enquête et leur famille avait tout perdu à cause de cela. Alors qu'essayait-il encore de faire maintenant? Pour la première fois, Yoon était peut-être vraiment allé trop loin. Son père ne pouvait même pas répondre. Yoon a dit que la vérité était simple, peu importe combien il enquêtait, il ne ferait jamais tomber l'association des parents et il ne chasserait plus jamais non plus. Lorsque son père a essayé de répondre, Yoon l'a interrompu et lui a dit qu'il ne voulait plus entendre une autre histoire sur son grand-père. De toute façon, personne n'allait croire quelque chose d'il y a 40 ans. Après le départ de Yoon, son père s'est assis sur le lit, se demandant ce qu'il devrait faire ensuite.
Quelque part ailleurs, Junwoo a demandé à ses subordonnés s'ils avaient appris quelque chose de nouveau. Dit le potelet, les classes C et D semblaient propres. Junwoo a posé des questions sur les autres et le garçon a admis qu'il était difficile d'interroger les élèves des classes A et B. Junwoo savait qu'ils essayaient de savoir qui voulait un siège au conseil, mais ce travail était trop gros pour eux. Malgré cela, il a déclaré qu'ils avaient travaillé dur et mérité une récompense. Les garçons ont rapidement répondu qu'ils n'en avaient pas besoin. Junwoo leur a dit que lorsqu'un adulte offre de l'argent, les enfants devraient le prendre et le remercier. Il l'a remis et leur a dit de l'accepter avant de s'énerver. Le gros a regardé à l'intérieur et a dit qu'il n'y en avait que 1000 liens. Junwoo leur a dit de ne pas être timide, il pourrait au moins acheter une collation. En partant, les garçons pensèrent que cette somme ne pouvait pas acheter grand chose et Junwoo marmonna qu'ils étaient vraiment de bons petits laquais. Les regarder partir lui rappela l'époque où il était nouveau, à l'époque où même 1000 liens lui paraissait une fortune, mais il mit cela de côté. Ce qui comptait maintenant, c'était d'entraîner Eun-chan pour qu'elle puisse battre Jun Shin-suk. Quant à l'examen écrit, il ne pouvait qu'espérer qu'elle étudie. Le vrai problème était le combat. Jun Shin-suk n'était pas doué, mais il devait quand même être prêt à faire face à tout ce que l'association pourrait leur apporter. Le plus gros problème était de trouver un endroit pour entraîner Eun-chan, car demander à Woo-shik attirerait trop d'attention. À ce moment-là, quelqu'un l'a appelé, c'était Yoon, heureux de revoir son ami. Junwoo a demandé s'il avait déjà quitté l'hôpital. Sean a dit qu'il était seulement de retour à l'école pour s'occuper de la paperasse au bureau. Puis après avoir entendu que Junwoo aidait Ayeon, il a demandé comment ça se passait. Junwoo a tout expliqué et Sean a dit qu'il comprenait la situation. Il a souligné que la classe E avait des limites quant à l'utilisation des espaces de l'académie et Junwoo a déclaré que c'était exactement le problème. Sean a alors demandé s'il envisageait réellement de s'opposer à l'association. Junwoo a dit bien sûr et a demandé pourquoi il en parlait. Sean l'a prévenu que ce ne serait pas facile et que cela pourrait même lui coûter la vie. Junwoo s'est contenté de rire, disant qu'ils avaient déjà survécu à pire ensemble, alors il trouverait à nouveau un moyen. Sean a admis qu'il avait raison. D'une manière ou d'une autre, ils étaient vraiment sortis de ce donjon. Son esprit revint à tout ce qui s'était passé alors qu'il s'effondrait, y compris le moment où il s'était placé devant le garçon arrogant pour le sauver, se souvenant de tout ce qui le rendait à nouveau triste. Et il a dit qu'il se demandait parfois ce qui se serait passé si Junwoo avait été là lors de l'accident il y a 2 ans. Cela a laissé Junwoo confus, mais Hyun l'a balayé disant que ce n'était rien, puis a ajouté qu'il connaissait peut-être un endroit où Junwoo pourrait s'entraîner. Il a dit qu'il pourrait l'emmener à l'académie de formation du conseil étudiant. Pendant ce temps, dans le bureau du conseil étudiant, le professeur sans vergogne a déclaré qu'il serait honnête. Regardant droit vers le garçon devant lui, il dit que celui qui était le plus en danger en ce moment était Joo Seok. Le garçon a demandé ce que cela signifiait et Junmin a expliqué que Junwoo pourrait essayer de rejoindre le conseil. Cela l'a déjà choqué, mais Junwoo a continué. Junwoo avait réussi sans même passer l'évaluation et ce n'était pas tout, il avait également vaincu lui-même un monstre de rang vert. Junwoo l'avait vu donc il n'avait aucun doute. Cela n'a fait qu'affoler encore plus le garçon. Tremblant, il a déclaré que sa place au conseil était garantie parce que son père l'avait arrangé. Junwoo l'a averti que même les parents ne pouvaient pas intervenir dans une certaine mesure. Junwoo a continué à exposer les faits pendant que le garçon le suppliait d'arrêter Junwoo. Le professeur a déclaré que Junwoo ne pouvait pas se permettre de prendre du retard dans ses notes. Le garçon se souvint que lorsqu'il était arrivé à l'école, ce même homme avait promis de le faire entrer au conseil. Junwoo Min lui a dit de ne pas paniquer car il avait le corrigé du test écrit. Tout ce que Junwoo Suk avait à faire était de le mémoriser et de s'assurer que personne ne le sache car la partie la plus importante maintenant était le combat. Après s'être rappelé à quel point Junwoo l'avait battu, le garçon a admis qu'il ne pensait pas pouvoir gagner. Junwoo Min a dit qu'il avait un plan. Il fouilla dans la poche de sa chemise et en sortit quelque chose. C'était un bracelet tout comme celui que Joo Seok avait utilisé auparavant contre Junwoo. Junmin a déclaré qu'il s'agissait d'un article non enregistré et non répertorié auprès de l'association et qu'il était de rang B. Le garçon était abasourdi. Presque tout le monde dans l'école n'était que de rang D. Alors il comprit immédiatement à quel point cela était précieux. Le professeur sans vergogne a déclaré que le rang B était le niveau minimum pour les chasseurs professionnels, donc Joo Seok devrait l'utiliser dans le match. Avec un sourire, le salaud a dit qu'il s'agissait essentiellement d'un code de triche. En riant, le garçon a demandé où Junmin avait obtenu quelque chose comme ça, et le professeur a répondu que cela venait de son père. Le garçon a ajouté qu'il avait entendu dire que le père de Junmin faisait partie de l'assujettissement. En essayant de changer de sujet, Junmin a déclaré que tout cela appartenait au passé. Puis il a ajouté qu'il avait fait appel à un senior pour aider son élève à s'adapter aux nouveaux pouvoirs. Un instant plus tard, quelqu'un s'est présenté à la porte et j'étais sûr que ce serait en colère. Mais quand il vit de qui il s'agissait réellement, le garçon se figea. Cela n'était pas censé arriver. C'était en fait notre deuxième héroïne. Le garçon était excité disant qu'il ne pouvait pas perdre avec son aide. L'homme lui a dit de suivre tout ce qu'elle disait parce qu'il l'avait demandé personnellement. Il ne pouvait pas croire qu'elle avait accepté et devina que c'était parce qu'elle n'aimait pas le MC. Puis il leur a dit d'aller parler de formation. Avec une main sur son épaule, le professeur sans vergogne lui a dit de s'occuper de sa cadette. Elle a dit qu'elle le ferait. Ailleurs dans l'académie de l'école, notre héros s'entraînait avec Aen tout en lui donnant des conseils de combat. Pourtant, elle était complètement dépassée et ne pouvait pas riposter. Bientôt, elle a demandé une pause, disant qu'elle ne pouvait plus suivre. Elle a souligné qu'il ne s'agissait que d'un entraînement et lui a demandé s'il n'était pas trop dur. Il a dit qu'une bonne formation devait être sérieuse. Anne a répondu que s'ils faisaient tout leur possible, alors il devrait également lui apprendre à utiliser ses capacités. Tout le monde les utilisait au combat, et elle ne pouvait pas compter uniquement sur ses points. Jun a dit qu'il serait plus facile de lui montrer que de lui expliquer.
Puis il lui a dit d'enlever ses gants et de commencer à utiliser ses capacités sur lui. Elle avait l'air confuse, mais il lui a dit de traiter cela comme un vrai combat et de s'en prendre à lui pour de vrai. Puis il lui a demandé si elle pensait qu'un seul coup de poing suffisait pour le battre. Anine l'a traité de fou et a dit qu'elle n'utiliserait pas son pouvoir sur quelqu'un non armé. Mais Jun l'a prévenu que si elle continuait à se disputer, l'entraînement était terminé, alors elle a activé son bracelet et le système a approuvé ses capacités classées. Utilisant sa magie des flammes, elle dit qu'elle s'en ficherait s'il était blessé, puis elle se précipita sur lui avec du feu rassemblé dans ses mains. Elle lui lança ses flammes, mais il esquiva facilement. La seconde suivante, il était déjà juste devant elle. Le protagoniste lui a attrapé les bras et lui a donné un coup de poing dans le corps, l'envoyant voler. Elle a percuté les cordes du ring. Il lui a dit de se lever et d'attaquer à nouveau. Cette fois, elle utilisa à nouveau ses flammes et activa également sa compétence de deuxième rang. Puis elle se précipita une nouvelle fois contre lui. Elle essaya de le frapper à bout portant et il remarqua qu'elle avait changé d'approche. En esquivant, il a admis que c'était une bonne tentative, mais il a ensuite arrêté de l'éviter et lui a donné un coup de poing droit dans le ventre à Yen et redescendu. Le MC a dit qu'elle se demandait probablement pourquoi elle ne pouvait toujours pas le frapper, même avec une meilleure portée. Il a expliqué que ses capacités devaient correspondre à ses mouvements. Au lieu de cela, elle était trop occupée à réfléchir à la prochaine compétence. Yuslafian avait l'air confus et a demandé si ce n'était pas normal. Il a dit non. Ce genre de réflexion a laissé des ouvertures. Plutôt que de se concentrer sur la manière d'utiliser une compétence, elle devait se concentrer sur la manière d'attaquer. Elle a admis qu'elle n'avait toujours pas compris. En souriant, il a dit qu'elle devrait alors apprendre à ses dépens. Tout en continuant à lui faire pression, il lui a appris à bloquer et à riposter. Il a dit qu'une fois qu'elle aurait trouvé une ouverture, c'était à ce moment-là qu'elle devrait utiliser tout son pouvoir. Il s'était attendu à ce qu'elle abandonne rapidement, mais elle avait du courage. Maintenant, il se demandait combien de temps elle tiendrait. Puis notre héroïne a soudain réalisé quelque chose. Pour la première fois, elle esquiva une de ses attaques. Elle a installé déjà un comptoir en levant la jambe, puis elle a poursuivi et lui a donné un coup de pied violent dans le ventre. Même le protagoniste chancela et faillit perdre pied. Elle activa une compétence de troisième rang et le précipita à nouveau. Mais pour une raison ou une autre, le protagoniste a sursauté. Les deux hommes se retrouvèrent face à face, se regardant. Cela l'a déstabilisée et elle a perdu sa concentration. À ce moment-là, il la frappa au menton, le coup lui a laissé le vertige et elle est retombée. Le MC a dit que dans un combat, on cherche toujours des ouvertures. Si elle ne pensait qu'aux compétences ou aux armes, elle n'en profiterait jamais. Puis il lui a demandé si elle comprenait maintenant pourquoi les bases étaient importantes. Pourtant, il pouvait dire qu'elle voulait vraiment le battre, elle avait donné un coup de coude par pur instinct sans même s'en apercevoir. Notre héroïne a dit qu'elle était toujours curieuse de savoir qui il était vraiment. Il lui a demandé pourquoi elle en parlait maintenant et elle a répondu que cela n'avait aucun sens puisqu'ils avaient le même âge. Elle le regarda comme si elle était sur le point d'en dire plus puis s'arrêta. Même notre grand gars est devenu nerveux, pensant qu'elle aurait pu comprendre qu'il était un réincarné. Au lieu de cela, elle a demandé si son futur mari était un agent secret formé depuis son enfance et le MC lui a dit d'arrêter ses bêtises. Puis le Guillouette entra dans l'académie et dit qu'il ne s'attendait pas à les y voir si tôt. Le protagoniste et notre héroïne ont salué Ken et il lui a demandé si les choses allaient bien puisque cela faisait un moment qu'ils n'avaient pas utilisé l'académie. La fille a dit qu'elle allait bien et c'était suffisant. Il a dit qu'il combattait tout le temps son père sur le ring même s'il perdait habituellement. Notre héros a demandé ce qu'il comptait faire ensuite et il s'est demandé pourquoi cette question lui était venue si soudainement. Il a dit que même s'il quittait le conseil, il devait quand même obtenir son diplôme et il y avait beaucoup réfléchi ces derniers temps. Toute sa vie, il a voulu devenir chasseur, mais cela lui semblait désormais impossible car il avait perdu une partie importante de lui-même. En entendant cela, le protagoniste se tue, se sentant coupable puisqu'il avait également été dans ce donjon. Puis il a dit que ce n'était en fait pas impossible. Yuslavinoan a demandé ce qu'il voulait dire et notre héros a répondu que son ami pouvait encore devenir chasseur. Même sans bras, cela pourrait arriver. Le garçon a dit qu'il savait que le MC essayait de lui remonter le moral mais il ne devrait pas dire cela si facilement. Le protagoniste a répondu qu'il ne disait pas cela à la légère. Il le savait par expérience. Il avait entendu parler d'un chasseur qui avait perdu son bras droit lors d'un asservissement, mais qui refusait d'abandonner. Ce chasseur a continué à s'entraîner et a fini par être plus fort qu'avant, et il disait toujours une chose. Avant que le MC ne puisse terminer, Wen a déclaré que tant que quelqu'un est en vie, il peut toujours trouver un moyen. Le protagoniste a dit que c'était vrai. And when the boy was about to ask who it was, he told him the man's name was Chong and that he died long ago, which was why his friend didn't know him. Mage the God avait ensuite déclaré que Chong-Hun était son grand-père. Même notre grand gars a été choqué par cette coïncidence. Quelques heures plus tard, sur le terrain d'entraînement de l'académie, une explosion s'est produite à l'extérieur. C'était Jusok qui s'entraînait avec son nouveau bracelet. Le salaud a dit que le protagoniste devrait simplement attendre et voir ce qui lui est arrivé. Quelqu'un lui a dit de se calmer et d'arrêter de se laisser emporter par son nouveau jouet. C'était notre deuxième héroïne. Elle lui rappela que le combat n'était que le deuxième test et qu'elle savait qu'il détestait le MC. Mais s'il utilisait trop de force, il serait disqualifié. Il ne pouvait pas non plus utiliser une technique qui n'avait pas encore été démontrée. Le garçon a dit qu'il n'en aurait pas besoin contre notre héros parce que le MC n'était pas assez fort. Le professeur sans vergogne pensait que le garçon utilisait bien ses compétences et que faire appel à notre héroïne était la bonne décision. Souriant, il pensa que c'était la fin de la carrière du MC, mais il se souvint ensuite que Wushook avait dit un jour que la seule personne qu'il craignait était Junwoo d'il y a 40 ans. Malgré cela, Junwoo a continué à marcher comme si cela ne signifiait rien. Il appelait cela les paroles d'un vieil imbécile coincé dans le passé. Quelques années plus tôt, au siège de l'unité de gestion des examens d'assujettissement, notre héros avait demandé si Jung-Hoon était là.
La personne là-bas avait l'air surprise, puis il a demandé ce que son patron faisait là si tard. Le MC a dit que le nombre de donjons était en baisse, alors il est sorti boire un verre. Wushik a dit qu'ils avaient apporté la bouteille préférée de Hoon. Chung-wen était le chef de l'équipe 2 et l'une des personnes talentueuses que le MC respectait le plus. Le protagoniste a demandé où étaient une des coéquipières de Hoon et l'homme a répondu qu'ils étaient sortis mais qu'ils reviendraient bientôt. Le MC a dit qu'il pouvait attendre, mais Chung a insisté pour boire d'abord. Le protagoniste pensait que le seul défaut de son ami était son amour pour l'alcool. Cela faisait 5 ans qu'ils s'étaient rencontrés et étaient devenus amis. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, Hee, Woo, Shek et Hoon étaient de proches camarades. Pendant qu'ils buvaient, notre héros demanda s'il avait été occupé. L'homme a répondu que oui. Pourtant, il pouvait vivre avec, et la raison pour laquelle il a dit cela, c'est parce que 8 mois plus tôt, il avait perdu son bras droit dans un accident. Il a dit à son ami de ne pas se sentir bizarre en parlant. Les accidents faisaient simplement partie de la vie. Le protagoniste ne savait pas comment répondre, pensant que c'était un véritable gâchis puisque son ami était l'une des personnes les plus talentueuses qu'il ait jamais connues. Chung a demandé s'il y avait un moyen d'apprendre les compétences de l'épée avec juste son bras gauche et si Jun-woo pouvait lui apprendre. Yuan n'était pas sûr que cela suffirait, mais Chung a déclaré qu'il était bien trop tôt pour abandonner. Tant qu'il était encore en vie, il croyait pouvoir trouver une solution s'il refusait d'arrêter. Après cela, Hoon a récupéré et a commencé son véritable entraînement. Utiliser une épée de la main gauche était beaucoup plus difficile puisqu'il avait toujours combattu avec sa droite, mais il la maîtrisait toujours et prouvait que tout le monde avait tort. Son escrime est même devenue plus forte qu'avant. Il a perdu son bras. C'était une preuve, Chung était un véritable maître épéiste. Han a dit que l'entraînement était brutal, mais Jun-woo lui a dit de ne pas se plaindre puisque c'était lui qui l'avait demandé. Puis Jun-woo s'arrêta soudainement, pris au dépourvu lorsqu'il vit que Han avait toujours cette épée. Hoon a souri et a dit bien sûr c'est une preuve de tout le travail qu'il a accompli et qu'un jour il veut le transmettre à Dong. La lame de la guillotine n'était en réalité que l'épée en bois avec laquelle Han s'entraînait. Ce n'était pas pour un vrai combat, mais c'était parfait pour s'entraîner. Woo-shik a souligné que Dong ne semblait pas intéressé à devenir chasseur, alors pourquoi lui laisser l'épée? Han a ri et a dit qu'il le donnerait plutôt à son petit-fils. Jun-woo lui a dit qu'il ferait mieux de vivre assez longtemps pour rencontrer ce petit-fils. Woo-shik a plaisanté en disant que dire des choses comme ça était dangereux. Chung a accepté et a demandé si Jun-woo n'avait jamais vu de film auparavant. Un instant plus tard, ils ont levé leur verre et Jun-woo a plaisanté en disant qu'ils devraient tous faire de leur mieux pour être éliminés rapidement. À l'extérieur de la cabine, Jun-woo a demandé si Jun s'était blessé en jouant. Hoon a ri disant qu'il pensait que c'était quelque chose de sérieux au début, mais ensuite les paroles de son fils l'ont surpris. En souriant, il a dit que Jun lui avait dit que tant que tu es en vie, tu peux toujours faire fonctionner quelque chose. Après cela, Jun-woo et Woo-sik ont dû l'écouter se vanter de son fils toute la nuit. Dans le présent, à l'extérieur de l'académie, quelqu'un a dit qu'il avait laissé la photo quelque part ici. C'était Yoon et il a montré la photo à Jun-woo et à notre héroïne. À la seconde où Jun-woo l'a vu, il a presque ri. Le chef du Camp Zone 2 était un homme qui aimait boire et parler et il était aussi l'épéiste le plus proche de la perfection de son époque, Kim Chung-hoon. Jun-woo se souvient avoir dit à son ami de vivre assez longtemps pour voir ses petits-enfants. Ce souvenir le laissait triste. Il aurait aimé ne jamais l'avoir dit. Notre héroïne a demandé si le grand-père de Yoon était mort depuis longtemps. Hoon hocha la tête et dit qu'il avait entendu dire que son grand-père avait été éliminé dans un accident. Cela fit réfléchir Jun-woo. Yoon a demandé si quelque chose n'allait pas, mais Jun-woo l'a ignoré et a dit que ce n'était rien. Yoon a dit qu'il était surpris. Jun-woo connaissait même l'histoire de son grand-père. Puis il a admis qu'il était difficile de croire que quelqu'un puisse devenir l'épéiste le plus fort après avoir perdu son bras droit. Jun-woo a dit qu'il savait que c'était possible et Yoon a répondu que s'il parlait à son père, les deux s'entendraient probablement. Ne sachant pas comment allait Jun maintenant, Jun-woo a demandé si le père de Yoon allait bien. Yoon a dit qu'il allait bien mais qu'il était devenu obsédé par une certaine affaire. Et même après que Yoon ait essayé de l'arrêter, il ne l'a pas lâché. Confus, Jun-woo a demandé de quel cas il parlait. Yoon a dit que ce n'était pas vraiment l'affaire de Jun-woo, mais il y a quelques jours, Jun-woo avait demandé si quelqu'un avait été éliminé lors de l'élection du conseil étudiant et la réponse était oui. Cela les a tous deux choqués. Cela ressemblait beaucoup à l'accident survenu avant l'examen, lorsque l'examen avait changé et que deux personnes avaient été écrasées par des pierres. Jun-woo a demandé si Dong avait enquêté là-dessus. Hoon a dit oui et c'est pour ça qu'il a été viré. C'était comme si un flic essayait de contrôler toute l'association des parents, donc la fan était évidente. Notre héroïne en a été stupéfaite. Après cela, il a rejoint le conseil, mais les gens l'ont maltraité. Yuncho était le seul à l'accueillir. Jun-woo a demandé si le candidat choisi par l'association était également lié à l'accident. Yuncho était le seul, le groupe ne comptait que 4 membres et les candidats n'avaient pas passé l'examen avec eux. Même maintenant, Yuan n'arrêtait pas d'y penser, se demandant ce qui aurait pu changer s'il était intervenu un peu plus tôt. Notre héroïne a demandé si c'était pour cela qu'il avait déjà sauvé ce garçon arrogant. Yuan a admis que parfois il le regrettait et qu'à la fin, son rêve de devenir chasseur était vain. Pourtant, si quelqu'un devait être éliminé juste devant lui, il était content que ce soit lui à la place. Cette réponse fit sourire Yuan-woo, puis quelque chose attira soudain son attention. Il s'accroupit, ramassa quelque chose et se demanda si c'était la lame de la guillotine. Yuan a dit que c'était la seule chose qui restait de Dong et que son père l'avait gardée pendant des années. Jun-woo se souvient que Hoon avait dit un jour qu'il avait transmis cette épée à ses petits-enfants. Il a demandé s'il pouvait l'emprunter. Yuan a dit bien sûr, mais il voulait savoir pourquoi. Yun-woo lui a rappelé qu'il avait qualifié l'histoire de son grand-père d'impossible et Yun-woo haussa les épaules en disant que les vieilles histoires grossissent toujours avec le temps. Mais Yun-woo a dit que celui-ci n'était pas du tout exagéré puis a demandé si Yoon voulait regarder le prochain examen. Quelques jours plus tard, l'épreuve écrite pour les matières générales commençait. Le premier jour de l'examen final de 4 jours, les étudiants ont passé le test et Jun-woo était l'un d'entre eux.
Il ne comprenait pas une seule question. Depuis son inscription, il n'était jamais vraiment allé en cours, donc il n'avait aucune chance de passer un examen de mathématiques après avoir passé toute sa vie à combattre des monstres. Puis il jeta un coup d'œil à côté de lui et vit Ju Seok. Le gars avait l'air concentré, mais Junwoo doutait qu'il ait réellement étudié. Il a probablement obtenu les réponses à l'avance et les a mémorisées. Si cela continue, Go-yoon pourrait avoir des ennuis. Notre héroïne n'avait pas non plus l'air d'aller très bien. Son visage était un peu étrange. Junwoo se demandait si elle allait bien puisqu'elle avait l'air malade. Pourtant, elle se classait toujours première au test écrit, alors il a décidé de lui faire confiance. Puis un papier enroulé lui a frappé la tête, sorti de nulle part. Cela venait d'un professeur qui lui avait conseillé d'arrêter de regarder autour de lui pendant l'examen. Maladroitement, Eunwoo a dit qu'il se concentrerait. Plusieurs jours passèrent et c'était maintenant le 4e jour. Une annonce a demandé à tous les étudiants d'écouter car le dernier examen de première année, le test de combat, était sur le point de commencer. Tout le monde devait se rassembler dans l'auditorium principal. Eunwoo a dit qu'il était enfin temps. Il a dit à sa future épouse de se dépêcher pour qu'il ne soit pas en retard et elle a accepté. Une fois arrivé au gymnase principal, Junwoo a déclaré que l'endroit était plein à craquer et notre héroïne lui a demandé de l'attendre. Puis il parut soudain surpris. Il semblait choqué pour une raison quelconque, même si rien de majeur ne ressortait encore. L'arène était pleine de gens qui se chuchotaient et des journalistes étaient présents pour filmer l'événement. Junwoo a demandé si les examens se déroulaient toujours comme ça. Yoon a expliqué qu'il s'agissait du test final du semestre et que les meilleurs étudiants finissaient généralement par rejoindre le conseil. Yeonwoo pensait que depuis que les assujettissements étaient également diffusés, regarder des étudiants doués se battre était devenu un divertissement. À l'annonce du début, il a trouvé les adultes dégoûtants de transformer les combats d'enfants en profit. Ensuite, l'annonceur a déclaré que le président Woo-shik expliquerait les règles. La guillotine s'est levée et a déclaré qu'il passerait en revue les règles pour les étudiants qui avaient travaillé dur pour arriver ici. Premièrement, 2 étudiants seraient choisis au hasard et le gagnant passerait à autre chose. Avec un léger sourire narquois, John Wish réalisa que c'était le même format qu'ils utilisaient dans leurs anciens tests d'assujettissement. Le match se poursuivait jusqu'à ce que quelqu'un se rende ou soit battu. Les gagnants ont obtenu 1 point, tandis que les perdants n'en ont obtenu aucun. N'importe qui avec 0 point pouvait continuer à réintégrer, mais une fois que vous aviez gagné 1 point, une défaite signifiait que vous étiez définitivement éliminé. Woo-shik a ajouté que l'équipement spécial bloquerait la plupart des dégâts, mais pas tout. Il les a donc avertis de ne pas se laisser emporter ou d'utiliser leur pouvoir avec négligence. Sur ce, le test de la classe A commença et il souhaita bonne chance à tous. Juste après, ils ont tiré au sort le premier match. 2 étudiants choisis au hasard ont été choisis et les commentateurs les ont appelés dans l'arène pour se préparer. L'arbitre leur a dit de prendre leur place de départ, puis le match a commencé et l'étudiant aux cheveux roux s'est précipité en premier. Notre héroïne avait l'air choquée. Elle a dit que c'était incroyable, c'est ainsi que les élèves de la classe A se battaient. Elle a ensuite demandé à son futur mari ce qu'il pensait du mariage, mais quand elle a regardé, elle a été stupéfaite. Eunwoo dormait. Même pendant un combat de classe, le MC a qualifié le match de bâclé et ne valait pas la peine d'être regardé. Comme la préparation aux examens l'avait empêché de dormir pendant des jours, il en profitait pour dormir un peu. Anen n'arrivait pas à croire qu'il ait dit ça. Après avoir vu ce que la classe A pouvait faire, elle a commencé à se demander à quel point ses normes étaient élevées pour la rejeter si facilement. Et oui, ces 2 figurants ne sont plus jamais revenus. Quelques heures plus tard, l'annonceur annonçait que les matchs de la classe 500 étaient terminés. Anen lui a dit de se réveiller. Il s'étira et demanda si c'était déjà fini. Elle a dit oui et maintenant c'était au tour de leur classe. L'annonceur a alors appelé la classe et à se préparer car leur match commençait. À ce moment-là, tout le monde commença à se lever pour partir. En quelques secondes, l'arène qui était pleine était totalement vide. Ils se dirigèrent tous vers la cafétéria. Le MC a demandé si leur cours était vraiment si mauvais que personne ne voulait même le regarder. Hanuman a rétorqué qu'il n'avait pas de place pour parler après avoir dormi pendant les autres matchs, puis quelque chose l'a prise au dépourvu. Christine était là pour regarder les prochains tours. Il a salué notre héros, le protagoniste a hoché la tête en retour. Ensuite, l'annonceur a présenté le premier participant de la classe. Notre héros pensait qu'il devait économiser ses forces, alors choisir quelqu'un de moyen était plus logique. Le premier match de leur classe opposait notre héroïne à un étudiant nommé Johi Pudi. Voyant que Johi Pudi disait que c'était mauvais, les choses ne se déroulaient pas comme prévu, mais la fille a dit qu'elle s'en occuperait. Elle s'est dit de rester calme, de se souvenir de son entraînement et de faire ce qu'elle pratiquait. Notre héros a dit qu'il voulait 10 victoires consécutives, rien de moins. Cela a laissé un sentiment de confusion alors il a expliqué que leur classe comptait 20 élèves, ce qui signifie qu'elle devrait viser exactement 10 victoires d'affilée. En souriant, elle décida de le faire. L'arbitre a dit aux 2 étudiants de se mettre en position. Le match a commencé et le système a annoncé que Jae-Hai pouvait utiliser des capacités de rang D. Avant que quiconque ne s'y attende, notre héroïne l'a frappé au visage. Le coup l'a fait tomber au sol et l'annonceur a annoncé que Jae-Hai était tombé. Cela a stupéfié tout le monde qui regardait. Un instant plus tard, l'arbitre a donné la victoire à notre héroïne pour le premier tour. Même Yoon avait l'air surpris. L'étudiant commença à chuchoter tandis que le protagoniste regardait avec un regard fier. Il se demandait néanmoins si elle n'était pas allée un peu trop loin. Les garçons ne pouvaient pas croire qu'Airan avait assommé quelqu'un sans même utiliser une capacité, puis elle a également remporté le 2e tour. Le 3e tour s'est déroulé de la même manière, un autre retrait facile. L'annonceur a déclaré que notre héroïne se dirigeait vers le 4e tour avec 3 victoires consécutives et plusieurs étudiants ont commencé à lui demander si elle appartenait vraiment à la classe poubelle. Lee Yoon-cheng a dit que c'était incroyable qu'elle soit devenue aussi forte en seulement 1 mois. En regardant par-dessus, il ajouta qu'elle avait probablement le même genre de talent que son compagnon. La personne dont il parlait était Go Yoon-chae qui surveillait notre héroïne. Il a poursuivi en disant que ce test était destiné à la classe et de première année, donc personne ne s'en souciait vraiment. Puis elle lui a demandé si elle était venue parce qu'un homme se battait ou à cause de Juswook.
Elle a demandé ce que cela était censé signifier, et si son ami n'aidait pas Joswook et un N, Liu Yuncheng, une seule personne ne peut pas tout faire, un de ses cadets lui a dit qu'il verrait quelque chose d'intéressant, alors il est venu. Liu Yuncheng avait l'air confuse puisqu'elle n'en avait rien entendu. L'annonceur a appelé tous ceux qui souhaitaient me passer au prochain tour à se présenter, mais aucun des étudiants de fond n'a bougé. Il a ensuite prévenu que si personne de la classe et ne l'a défié, les matchs prendraient fin. Puis quelqu'un a levé la main, c'était Jusuk, et l'annonceur lui a dit d'entrer dans l'arène et de se préparer. Voyant cela, notre héros fut surpris. Si Jusuk n'avait toujours pas peur après avoir regardé un combat, alors il devait cacher quelque chose. Quelques minutes plus tard, l'arbitre a dit aux deux combattants de prendre place. Notre héroïne réalisa qu'elle faisait enfin face à Jusuk et se souvint que sa capacité était à longue portée. Dès l'instant où le match a commencé, Yun s'est précipité. Le personnage d'arrière-plan pensait qu'elle s'en prenait à lui de toutes ses forces. Malgré tout, il a juste souri. Puis une explosion s'est produite dans l'arène. Les étudiants sont restés stupéfaits sans aucune idée de ce qui s'était passé. Même notre héros parut surpris. Il a reconnu cette capacité, Yun s'est tourné vers Yunche et lui a demandé ce qu'elle avait appris à Jisuk pour le laisser faire ça. L'air fier, le personnage d'arrière-plan se demanda si son équipement était la seule raison pour laquelle elle le supportait, puis dit que cela n'avait pas d'importance parce que son endurance était faible. Notre héroïne s'est rendu compte que ce n'était pas le bracelet qu'il utilisait auparavant et s'est demandé d'où il tenait ce pouvoir. Joswook a déclaré que beaucoup de gens l'avaient aidé grâce à ses parents et c'est ainsi qu'il a obtenu l'objet. Elle lui a demandé s'il en était vraiment fier. Il a dit oui parce qu'elle ne pourrait jamais avoir quelque chose comme ça. Cela a immédiatement mis en colère. Il s'est moqué d'elle parce qu'elle était bouleversée par son commentaire selon lequel elle n'avait pas de parents, mais elle s'est dit de ne pas perdre le contrôle et de ne pas se laisser prendre. Puis elle s'est souvenue de notre héros disant que la première étape du combat consistait à comprendre son adversaire, alors elle s'est concentrée sur la découverte de ses capacités. Elle essaya de placer cette compétence supplémentaire dans une catégorie et devina que son rang était bien supérieur au sien. En activant sa capacité magique, elle décida qu'il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Elle a tiré des flammes sur Jusuk et s'est dit qu'elle devait continuer à se battre. Le salaud s'est contenté de rire et lui a demandé si elle pensait vraiment qu'une capacité de rang D serait importante. Notre héroïne pensait que les capacités magiques étaient généralement lancées à peu près à la même vitesse, donc maintenir le combat à longue distance devrait aider. Mais elle a ensuite été prise au dépourvu lorsque Jusuk lui a tiré une autre explosion. Elle a réussi à le bloquer même si cela l'a quand même fait reculer de quelques mètres. Cela n'avait aucun sens pour elle. Même s'il contrôlait bien la compétence, elle tirait beaucoup trop vite. Était-ce vraiment une capacité magique? Il lui a demandé si elle comprenait maintenant, puis s'est vanté que son pouvoir était d'un tout autre niveau par rapport à des gens comme elle. Notre héroïne s'est rendu compte que s'il s'agissait d'un type magique, il ne devrait pas pouvoir l'utiliser consécutivement sans temps de recharge. Elle a donc envisagé une autre option, l'amélioration du combat. La seule compétence qui correspondait à sa connaissance était le bombardement de scarabée. Elle a crié que tandis qu'elle le chargeait, le figurant s'est précipité aussi, disant qu'elle avait compris mais que cela n'aiderait toujours pas. Il a frappé le premier, mais notre héroïne l'a bloqué puis elle a frappé Josuke au visage. Le salaud a insulté Ayo et elle a répondu que bien sûr c'était important. Une fois qu'elle savait quel genre de capacité il possédait, ses compétences provoquèrent une explosion lorsque son poing touche à l'air, donc tout ce qu'elle avait à faire était d'empêcher le coup de poing d'atterrir. La protagoniste pensait qu'elle gérait bien la situation. Si elle l'avait pris pour de la magie basée sur le feu, elle n'aurait jamais pu réduire la distance. Contre les utilisateurs de magie, la démarche habituelle consiste à rechercher des ouvertures dans leur défense car arrêter un lancer est difficile, mais les compétences d'amélioration nécessitent une réponse différente. Sans délai entre les activations, l'utilisation de tactiques anti-magie échouerait tout simplement. La faiblesse résidait dans la motion elle-même. Son pouvoir avait besoin d'une grande frappe dans les airs et si elle l'arrêtait, elle prendrait le contrôle. Pourtant, notre héroïne savait que sa réponse n'était pas parfaite, elle devait donc rester prudente. Un instant plus tard, le figurant s'en est à nouveau pris à Yun. Elle l'a bloqué proprement. Il se balança une fois de plus et elle l'arrêta également puis répondit en lui frappant la tête. Tandis qu'elle continuait à contrer, elle se disait qu'elle pouvait le faire. Elle pourrait faire tomber Jasok, puis elle lui saisit les deux bras. Le système annonça que la deuxième forme de la capacité de flamme avait été activée. Notre héroïne a enchaîné avec un coup de pied et Joao s'est rendu compte qu'il devait le bloquer. Puis une autre explosion éclata dans l'arène. L'attaque de l'extra a repoussé notre héroïne et l'a envoyée voler sur plusieurs mètres. Joak, agacé, a dit qu'elle devenait arrogante simplement parce qu'elle avait appris un peu d'arts martiaux et lui a demandé si elle pensait vraiment que ses bras seuls pourraient l'arrêter. Alors qu'il s'approchait d'Eon, elle réalisa qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il pouvait déclencher une explosion avec juste son genou. Debout au-dessus d'elle, le figurant lui a dit de connaître sa place. Le système annonça une activation de compétences de type amélioration alors que le salaud déclarait qu'elle devait être éliminée. Il s'avança pour l'achever mais quelqu'un entra et leva la main devant lui. C'était le protagoniste qui lui disait que c'était suffisant. S'il continuait, il l'éliminerait. L'annonceur a déclaré un bâillement éliminé et a appelé le MC comme prochain participant. Ce salaud a ricané en disant que notre héros avait finalement décidé de sortir. Le protagoniste l'a ignoré et a demandé à notre héroïne si elle allait bien. Elle a dit que ce n'était pas encore fini et lui a dit de repartir puisque son tour n'était pas venu. Mais notre héros pouvait dire qu'elle était à ses limites depuis la première explosion, même s'il respectait sa volonté de continuer à se battre. Il lui a dit que la défaite avait déjà été annoncée et que le match était donc terminé. La jeune fille a essayé de discuter mais il l'a interrompu et lui a dit d'arrêter d'être têtue. Une perte était une perte. Après avoir entendu qu'Ae Young-sing avait finalement arrêté de résister, un instant plus tard, elle sortit de l'arène. Quand les gens apportaient une civière, elle l'a refusée et disait qu'elle pouvait marcher seule. Peu de temps après, le protagoniste l'a appelée. Il a dit à Ayushan qu'elle s'était bien battue et qu'elle ne devrait pas se sentir mal d'avoir perdu. Cela l'a prise au dépourvu et alors qu'elle s'éloignait, elle s'est mise à pleurer.
Pendant ce temps, il a fièrement appelé le protagoniste, il a dit qu'il commençait à penser que le MC ne sortirait pas, mais notre héros a ignoré cela et a demandé s'il ne pensait pas qu'il était allé trop loin avec Aeon. Jo Seok l'a balayé disant qu'il s'était retenu et l'avait même laissé partir debout. Le MC a rétorqué que l'obtention d'une compétence de rang B l'avait rendu arrogant, puis a évoqué l'entrepôt lorsqu'il a tenté de l'attaquer là-bas. Cela seul a fait tressaillir Jo Seok. Le protagoniste a poursuivi en disant que ce n'était pas une capacité ordinaire et a demandé à savoir d'où il l'avait obtenue. Jo Seok a demandé pourquoi il s'en souciait. Notre héros a dit qu'il n'avait pas besoin de réponse, il pouvait déjà deviner qui le lui avait donné. Cela lui rappelait quelqu'un d'avant, prétendant que tout cela n'était qu'un accident et qu'il était aussi une victime. L'homme ressemblait beaucoup à John Min, alors le MC se demanda si le professeur était son fils. C'est à ce moment-là que le deuxième tour a été annoncé et le MC a décidé de s'en occuper lui-même. Il a dit à Yoon de surveiller de près, il ne continuerait pas éternellement à donner des cours. Yoon regardait l'arène se demandant si son ami avait vraiment prévu de se battre avec seulement sa main droite. Jo Seok a ri en disant qu'il y avait une limite à la façon dont quelqu'un pouvait mépriser les autres. Allait-il vraiment utiliser une seule main? Alors que son aura s'enflammait, Jo Seok a déclaré qu'il avait battu le protagoniste, puis il a activé sa capacité et s'est lancé directement dans le combat. Juste après cela, il a tiré une rafale de coups de poing sur le MC, chacun déclenchant des explosions à travers l'arène. Même les étudiants assis loin ont ressenti l'impact. Jo Seok a continué à appuyer, remplissant l'arène de flammes. Il a continué, attaquant sans arrêt. Yeon a souligné que ce n'était que le premier match de l'année et qu'il était déjà aussi intense. Finalement, Jo Seok s'est arrêté. En riant, il a demandé si le MC pensait vraiment qu'être un peu athlétique le rendait spécial. Pour lui, seules les capacités comptaient et peu importe à quel point le MC agissait durement, il ne pouvait pas gagner. Le protagoniste a seulement soupiré et a déclaré que les enfants de nos jours étaient sans espoir. En entendant cela, Jo Seok se figea. Derrière la fumée, le MC a déclaré que les attaques imprudentes ne résolvaient rien. Tenant une épée en bois, il a demandé pourquoi Jo Seok avait fermé les yeux et jeté son pouvoir sans réfléchir. Jo Seok a déclaré que cela n'avait aucun sens, lui demandant s'il affirmait sérieusement qu'il lui avait coupé la parole et l'avait traité d'idiot. Ces explosions n'atteignaient qu'un mètre alors que l'arène était bien plus grande. Grâce à cela, il n'avait pas eu besoin d'esquiver une seule fois. Puis le MC s'est précipité sur lui, lui disant qu'il lui apprendrait à se battre. Jo Seok est resté abasourdi pensant que c'était sa chance. Il a lancé un coup de poing au protagoniste, mais au moment où il l'a fait, la peur l'a frappé. Notre héros l'avait déjà frappé avec l'épée en bois. Jo Seok ne comprenait pas pourquoi sa capacité n'avait pas diminué, mais il recommença à trembler. Le protagoniste se tenait là sans expression, n'utilisant toujours qu'une seule main. Jo Seok a remarqué de la fumée s'élevant de l'épée et a demandé nerveusement si le MC avait vraiment dévié une explosion avec une lame en bois. Jo Seok lui a dit d'attaquer à nouveau s'il en doutait encore. Cela a finalement poussé Jo Seok à bout. Voulant écraser le MC et le forcer à s'agenouiller, il a recommencé à lancer des attaques sauvages, mais ensuite la douleur lui a frappé le visage parce que le protagoniste avait décroché une autre frappe nette. Même Yoon Cheol était choqué, se demandant si le MC avait vraiment bloqué les explosions avec une épée en bois. Ce n'était pas comme arrêter une balle. Arrêter une explosion au même instant aurait dû être impossible. Yoon a expliqué que l'épée en bois qu'il avait prêtée au MC pouvait couper le mana. Chongi a demandé si cela signifiait qu'il avait arrêté la compétence en coupant le mana avant que l'explosion ne se forme, et Yoon a répondu que c'était la seule explication. Il lui a ensuite demandé si elle avait une autre idée. Elle a demandé s'il disait que le MC pouvait couper le mana invisible avec un timing de 0,01 seconde exactement au moment où la compétence s'activait. Si quelqu'un prétendait que c'était possible, alors il n'y avait que deux choix. Soit il mentait, soit il ressemblait au chasseur d'il y a 40 ans, du vivant de la légendaire Jen Woo. Pendant ce temps, Jawasuk était déjà à genoux devant le MC, incapable de comprendre comment il perdait face à un étudiant spécial avec une épée en bois. Il avait une compétence de rang B et un noyau sans restriction, mais il ne pouvait toujours pas gagner. Incrédule, il pensait que cela ne pouvait pas être réel. S'il perdait ici, son statut de membre du conseil étudiant et son avenir de chasseur seraient tous deux ruinés. Ses pensées ont commencé à s'effondrer. Rien de tout cela ne devrait être possible. Quoi qu'il en soit, il a refusé que cela se produise. Il battrait le MC à tout prix. Se relevant, il cria que depuis l'apparition du protagoniste, sa vie avait été détruite. Ensuite, le système a averti qu'il activait une nouvelle capacité. Juste après cela, il s'est préparé à frapper, jurant d'écraser le MC quoi qu'il arrive. L'arène entière a tremblé et des morceaux de pierre ont commencé à tomber. Un avertissement a retenti indiquant qu'il n'était pas autorisé à utiliser ce pouvoir et les gens ont commencé à appeler des gardes pour l'arrêter. Yoon se demandait de quel genre de compétence il s'agissait, disant que si cela continuait, tout l'auditorium pourrait s'effondrer. Cho a qualifié Johnny Sok de folle, même si elle savait qu'elle partageait la responsabilité de ce gâchis. Johnny Sok s'est complètement brisé alors qu'une aura sombre s'est élevée de son corps, puis une explosion rouge a été tirée sur le MC et le système a nommé la compétence explosion nucléaire. Notre héros ne bougea pas alors qu'il se précipitait vers lui. Puis il se mit en position de combat et se prépara à contrer. L'attaque ressemblait vraiment à une explosion nucléaire miniature, puis l'écran a clignoté en blanc alors que le corps du protagoniste semblait brûler. Une deuxième énorme explosion a déchiré l'arène. Même les passants encore assis là ont été rattrapés par les étincelles provenant du comptoir du MC. Paniqués, ils ont finalement couru. L'arène était dans un état lamentable et une personne était toujours debout, même si personne ne pouvait dire de qui il s'agissait. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Jo Seok, à peine debout et visiblement épuisé. Il s'est mis à rire presque complètement perdu, mais le MC était toujours en vie. Maintenant, le protagoniste était agenouillé devant lui et Jo Seok s'est moqué de lui, lui demandant ce que ça faisait de perdre après avoir agi de manière si supérieure.
Il s'est approché et t'a dit qu'il ne lui pardonnerait pas mais que le MC devrait quand même se sentir chanceux. Ne voulait-il pas être le genre de personne qui élimine les autres alors il serait miséricordieux et unique. Mais avant qu'il ait pu finir, quelqu'un l'a frappé. Juksok ne pouvait pas comprendre comment cette personne s'était retrouvée derrière lui et en un instant il s'est retourné. Il s'écrasa face première contre le sol. Alors qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé, le protagoniste lui a dit de se lever. Avec un regard plus froid, répéta le MC, se lever. Il était clairement furieux maintenant, disant que Joe Rukemp avait franchi la ligne d'arrivée. Joe Rukemp n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait et avait du mal à se relever mais il tremblait déjà et transpirait. À la seconde où il a tenté à nouveau d'utiliser une explosion nucléaire, le protagoniste l'a de nouveau frappé avec une force brutale. Joseok s'est écrasé au sol après le coup de notre héros. Alors qu'il essayait de se relever, il marmonna qu'il ne pouvait pas respirer. Le protagoniste lui a dit de se relever. Il n'avait pas fini. En pleurant, Joseok était terrifié à l'idée d'être éliminé. S'il se relevait, il était sûr que le MC ne se retiendrait pas. Reculant, il a demandé pardon et a supplié le MC de ne pas l'éliminer. Il a admis qu'il avait tort et a juré de ne plus jamais recommencer, mais le protagoniste était toujours furieux. Il a demandé si Joseok comprenait même le pouvoir qu'il avait essayé d'utiliser. C'était dangereux même sur un vrai champ de bataille. À cause de lui, tout l'auditorium avait presque été détruit et tout le monde avait dû courir pour sauver sa vie. Joseok s'est effondré en pleurant, disant qu'il n'avait jamais voulu que cela se produise. Il avait seulement entendu dire que c'était fort et ne savait pas ce qu'il faisait réellement. Le MC, toujours en colère, a déclaré que la personne qui avait utilisé cette compétence il y a 4 ans avait donné exactement la même excuse, puis il a demandé si Joseok savait ce qui lui était arrivé. Tremblant, Joseok a dit non et a demandé ce qui s'était passé. Alors que le protagoniste activait une capacité unique, il déclara que quelqu'un comme Joseok ne méritait pas de devenir chasseur. Mais même alors, l'idiot a tenté une dernière menace demandant si le protagoniste savait qui était son père. Il a prévenu que si quelque chose lui arrivait, son père ne le lâcherait jamais. Le protagoniste s'en fichait du tout et attaqua quand même. Ensuite, tout a semblé aller mal, le panneau s'est brisé et on aurait presque dit que le gars avait été réellement éliminé. Pourtant, c'était difficile à dire car un énorme nuage de fumée recouvrait tout après l'impact. Les gens à proximité ont commencé à demander ce qui s'était passé, mais personne ne pouvait voir à travers la fumée. Un instant plus tard, ils ont repéré le garçon au sol. Puis une annonce a annoncé que le test ne pouvait pas continuer, le match était terminé et tous les élèves devaient quitter l'auditorium. Alors que le message continuait à être diffusé, le protagoniste sortit de l'arène finalement sans cette aura terrifiante. Quelqu'un s'est alors demandé si l'épée dans sa main appartenait à Chum Hoon. C'était le réalisateur qui le regardait d'un air sérieux. Woshik a déclaré que son ami était allé trop loin en combattant un étudiant. Le protagoniste a balayé cela et lui a dit d'arrêter d'agir comme s'il était encore dans ses jours de gloire. À partir de maintenant, il a dit qu'il serait plus direct et qu'il cesserait de cacher qui il était. Le réalisateur a suivi disant que ces bons vieux moments étaient terminés, mais le MC lui a demandé s'il s'attendait vraiment à ce qu'il reste silencieux pour toujours. Quelques heures plus tard, dans les toilettes pour hommes, quelqu'un tenait un téléphone pendant que le ministre Manjun appelait. Celui qui a reçu cet appel était le professeur sans vergogne. Quelques années plus tôt, notre héros courait quelque part en panique. Son visage montrait déjà que quelque chose n'allait vraiment pas. Au début, nous ne savions toujours pas ce qui s'était passé, puis il est devenu clair que la base de son équipe était en feu. Plusieurs personnes étaient déjà à terre, probablement tuées ou assommées. Il y avait même un jouet d'enfant là-bas, ce qui rendait la scène encore plus dure. Le protagoniste était horrifié. L'épée de Chung gisait sur le sol et dès qu'il la vit, il sut que c'était la lame de la guillotine. C'est à ce moment-là qu'une véritable peur l'a frappé, parce que lorsqu'il baissa les yeux, il vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Deux personnes étaient allongées là avec un homme tenant une femme dans ses bras et cette vue l'a fait s'effondrer à genoux. À ce moment-là, plusieurs personnes se sont précipitées et ont appelé le capitaine. Après avoir réagi, le protagoniste a exigé des réponses. L'un d'eux a déclaré qu'un monstre s'était échappé d'un donjon classé bleu, avait attaqué le camp et utilisé une compétence destructrice massive. Il est devenu furieux et a déclaré que le protocole consistait à nettoyer les cachots de voisins avant de protéger le camp, puis a exigé la vérité. Finalement, l'un d'eux leva la main et reconnut qu'ils étaient tous les trois responsables du fait qu'ils n'avaient pas réussi à nettoyer le donjon. Cela n'a fait que rendre notre héros encore plus en colère. C'était juste un donjon de rang bleu, il n'y avait aucune excuse pour échouer. L'homme avait clairement commis une telle erreur qu'il ne pouvait même pas l'expliquer correctement. Puis l'un des autres s'est incliné et a admis que Hunter Shah avait insisté pour qu'il y ait moins de monde que nécessaire. C'est à ce moment-là que le protagoniste s'est complètement mis en colère. Il demande combien de personnes ont été informées de la mission. La réponse était 7. Combien y sont réellement allés? Seulement 3. Le protagoniste était furieux, il se retenait à peine. Il a ensuite demandé s'ils essayaient habituellement de prendre du butin et des fournitures pour 7 personnes avec seulement 3. L'homme a insisté sur le fait que c'était la seule fois. Il a qualifié cela d'accident inévitable causé par l'interférence du donjon. C'est là que le protagoniste a cessé de se retenir et a dit qu'il ne se souciait pas de savoir s'il volait des fournitures. Mais une chose ne pouvait jamais être pardonnée et il a demandé si l'homme savait ce que c'était. Il a déclaré qu'il ne pardonnerait jamais à quiconque aurait détruit l'œuvre de toute une vie qu'il avait consacrée à ce camp. En jetant l'homme à terre, il l'a forcé à constater les dégâts et a déclaré que sa cupidité inconsidérée avait tout détruit. Il n'avait pas survécu à toutes ces épreuves juste pour voir cela se produire et a demandé si l'équipe d'extermination avait risqué leur vie pour rien. L'homme n'arrêtait pas de se dire que ce n'était pas de sa faute. Puis il a crié qu'il n'avait jamais voulu cela non plus, qu'il ne pouvait pas savoir qu'une interférence dans le donjon se produirait et qu'il était également une victime. Il a même demandé une autre chance promettant de restituer les bénéfices et d'aider à reconstruire le camp. Le protagoniste a tout ignoré, a activé le pouvoir de la guillotine et a déclaré l'homme expulsé de l'équipe d'extermination.
Son droit de vivre au camp et son statut de chasseur lui ont été retirés. Il ressemblait à une personne différente à ce moment-là et déclara qu'à partir de maintenant, Xiaobei ne rêverait même plus de devenir un chasseur. Et puis, à quoi vous vous attendriez-vous? Vous le savez déjà, de retour dans le présent, le professeur sans vergogne a vérifié son téléphone et a vu 6 appels manqués. Il maudit Siak pensant au nombre de fois où il avait averti le garçon de contrôler son pouvoir et de ne jamais utiliser d'explosion nucléaire. Maintenant, tout était ruiné. Le pays tout entier l'avait vu et une enquête permettrait probablement de tout déterrer. Le pire, c'est que le bracelet n'était pas enregistré, ce qui était illégal, et il pourrait même découvrir ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il se disait que tout le blâme retomberait sur lui, surtout compte tenu du pouvoir dont disposait l'association. Puis il a brisé le miroir avec son poing, sans même s'excuser pour le miroir. Essayant de se calmer, il décida qu'il devait récupérer le bracelet. Tant que personne n'apprend qu'il l'a donné au garçon, il sera peut-être en sécurité. Le ministre avait sa propre réputation à protéger et Yun Chei n'avait aucune raison de parler, alors il a choisi de s'inquiéter du reste plus tard. À l'heure actuelle, la priorité était de récupérer le bracelet, mais ensuite quelqu'un lui a demandé s'il le pensait et a jeté l'objet par terre. C'était notre héros qui se tenait là avec une expression vide. Junmin a demandé pourquoi il était là et a demandé s'il n'avait pas entendu l'ordre ordonnant aux élèves de retourner en classe. Le MC a juste demandé pourquoi il était si bouleversé. Il a dit qu'il pensait que Junmin cherchait le bracelet, alors il le lui a gentiment apporté. Au cours de l'examen, il avait entendu dire que les capacités dangereuses au-dessus d'un certain niveau étaient censées être restreintes. Mais la compétence utilisée par Seok était si puissante que les verrous ne pouvaient même pas la détecter et elle a détruit toute l'arène. Il a donc demandé pourquoi aucune restriction n'avait été imposée sur quelque chose d'aussi dangereux. La seule réponse qu'il a donnée a été que le noyau n'avait jamais été enregistré auprès de l'association, ce qui a fait trembler l'enseignant sans vergogne. Si un enseignant donnait à un élève un cours de base non enregistré et que cela lui causait autant de problèmes, sa vie deviendrait très compliquée. Junmin a rétorqué que tout cela n'avait aucun sens et a demandé si le garçon avait une preuve qu'il avait donné cette capacité à Seok. Le MC lui a rappelé qu'avant, la cupidité l'avait amené à jouer avec le nombre de chasseurs envoyés, ce qui avait conduit à la destruction du champ du 2e arrondissement. À cause de cela, le protagoniste avait coupé tout le mana de son corps et expulsé son équipe du camp. Alors, était-ce vraiment une coïncidence s'il revoyait maintenant ses mêmes capacités rares? Lorsque le MC a mentionné le nom de l'homme qu'il avait battu plus tôt, l'homme a demandé qui il était réellement puisqu'il connaissait même l'identité de son père. Même le protagoniste ne savait pas que Junmin était le fils de Shab, même si cela avait du sens puisqu'ils avaient tous deux vécu de la même manière. Juste après avoir dit cela, il a frappé l'homme au visage en disant qu'un étudiant avait déjà perdu un bras à cause de lui et qu'aujourd'hui plusieurs autres ont failli perdre la vie. Il avait également commis d'énormes erreurs il y a 2 ans, mais il y avait une chose que le MC ne pourrait jamais pardonner. C'était quelqu'un qui détruisait ce qu'il avait passé sa vie à construire. Puis il a dit qu'il avait une question et que Junmin ferait mieux de répondre rapidement. Est-ce lui qui a donné à Siak le noyau non enregistré? L'homme est resté silencieux. Au lieu de cela, il a essayé de courir et a attrapé le bracelet pour l'utiliser contre le protagoniste. Il a effectivement mis la main dessus. Au début, on aurait dit qu'il était sur le point d'attaquer notre héros avec, mais ce n'était pas son véritable plan. Il a projeté le bracelet au sol et a commencé à le piétiner, essayant de le détruire complètement. Puis il leva fièrement les yeux, sûr qu'il n'y avait plus aucune preuve. Il s'est moqué du protagoniste, lui demandant ce qu'il pouvait dire à la police sans preuve et si quelqu'un croirait un lycéen à sa place. Les adultes ne sont pas si faciles à battre, dit-il. Et il ne s'agissait plus seulement de Siak, le garçon avait également attaqué un enseignant. Selon lui, la vie scolaire du protagoniste était terminée parce que personne ne voulait le croire, mais ensuite il a recommencé à trembler quand quelqu'un est arrivé et lui a demandé pourquoi c'était si bruyant là-dedans. C'était le directeur ici pour régler les choses. Junmin a rapidement affirmé que le président était arrivé au moment idéal car le protagoniste l'avait menacé et attaqué. Il a dit que le MC devait être expulsé, mais Wozek a seulement souligné que l'homme avait brisé le miroir et qu'il devait baisser la voix. En essayant de se sauver, l'homme a déclaré qu'il l'avait cassé par accident, alors le protagoniste a demandé si le réalisateur avait entendu cela. Après tout, il n'avait rien fait et était totalement innocent, mais Wo Xiaobei a dit qu'il pensait en fait que c'était le professeur qui l'avait fait. Puis il a demandé si notre héros avait trouvé des indices. Le protagoniste a lancé le téléphone à Woshai qui a averti Junwoo de faire attention. Il restait encore beaucoup de paiements à effectuer. Il a ajouté que son patron devrait vraiment apprendre à utiliser un téléphone. Tandis que le MC continuait de gronder Wochak, le professeur sans vergogne ne pouvait que le regarder sous le choc. Alors que Wochak se tournait pour partir, il demanda ce qu'il fallait faire. Le protagoniste a déclaré que l'école devait d'abord annoncer ce qui s'était passé. Junwoo ne pouvait pas comprendre pourquoi le président parlait si poliment à un étudiant, mais Wochak l'a ignoré et a demandé une déclaration officielle car il s'agissait d'une demande illégale. Cela a immédiatement paniqué le professeur et il a demandé à savoir ce que faisait Woshak. Il a prévenu que cela ne lui ferait pas seulement du mal. Le ministre Mongjin se laissait également entraîner et demandait si Woshak pouvait gérer cela. Woshak a répondu qu'il n'avait toujours pas oublié l'accident survenu il y a 2 ans. Même s'il perdait son poste à cause de cela, dit-il, au moins il n'aurait pas honte si cela n'avait été qu'un accident. Mais quelque chose comme ça se reproduisait, et maintenant il ne pouvait même plus regarder cet homme sans avoir honte. Le professeur resta confus. Woshak lui a dit que le problème était simple, le professeur ne comprenait toujours pas comment les choses fonctionnaient réellement. Il a demandé s'il ne l'avait pas dit clairement auparavant, disant que la seule personne qu'il avait toujours craint était Junwoo il y a 40 ans. Puis il a remercié Juman pour toutes ses années de travail à l'école. L'homme a appelé le président, mais Woshik a continué à marcher. Woshik a admis qu'il serait difficile de lier directement l'enseignant au ministre et qu'il pourrait même ne pas y avoir d'enquête. Le MC a déclaré qu'une fois que cela serait rendu public, cela ne resterait pas enterré. Il a donc demandé à son ami de diffuser l'histoire le plus possible. Puisque Wochak connaissait quelqu'un dans les médias, il aurait dû le faire passer partout.
Puis il a demandé une faveur supplémentaire. Il s'agissait de Chung-Soon qui a été injustement licencié alors qu'il enquêtait sur une affaire il y a 2 ans. Puisqu'il attendait probablement une revanche, il devrait lui donner cette chance. Un instant plus tard, Wochak a demandé si le bras du protagoniste allait bien. Il a souligné que la pénalité imposée par les lames de guillotine était grave compte tenu de l'état du MC, surtout après avoir reçu un coup là-bas. Le système l'a confirmé. La pénalité s'était activée, l'utilisateur subirait donc les mêmes conditions que la cible touchée par l'effet de l'arme. Wochak lui a dit de consulter un médecin et de prendre des médicaments, mais le MC a balayé l'idée et a dit qu'il allait bien. En partant, il a demandé à son ami de s'occuper de tout ce qu'il avait demandé. Il avait quelque chose à rendre, alors il allait de l'avant. En le regardant partir, Wochik sourit. Ailleurs, Yoon était assis seul sur la place. Puis quelqu'un a dit qu'il l'avait enfin trouvé, c'est le protagoniste qui a dit qu'il cherchait Yoon depuis un moment. Yoon a demandé si c'était exprès ou s'il se battait avec sa main la plus faible juste pour lui montrer quelque chose. Le protagoniste sourit, il a dit que l'histoire du grand-père de Yoon n'avait pas du tout été exagérée, c'est pourquoi il voulait que Yoon le voie par lui-même. Quoi que Yoon ressente maintenant, le reste dépendait de lui. Sur ce, le protagoniste lui tendit l'épée en bois. Yoon l'a pris. Il regarda l'épée pendant quelques secondes tranquille. Pendant ce temps, le protagoniste commençait à s'éloigner. Yoon avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais à la fin, il est resté silencieux. Il y avait une expression étrange sur son visage, presque comme de la culpabilité, mais ce n'était pas ça. Il se demandait s'il pourrait un jour faire ce que le protagoniste faisait avec un seul bras. Puis il s'est passé quelque chose qui était difficile à suivre. En fait, c'était juste le père de notre troisième plus grand goth qui l'appelait. Yoon avait l'air confus, ne sachant pas pourquoi son père appelait, puis l'homme a demandé si son fils allait bien. Il avait entendu dire que quelque chose s'était passé à l'école et voulait savoir si Yoon était blessé. Yoon a dit qu'il allait bien, son père s'est senti soulagé, affirmant que son travail l'empêchait de regarder l'événement. Il a demandé à Yoon de rentrer plus tôt et le garçon a accepté, mais la vidéo circulait toujours, alors son père lui a posé des questions sur un garçon, celui qui utilisait une épée uniquement avec sa main gauche et utilisait le même type d'épée que Yoon. Comme Yoon ne répondait pas, son père lui dit que ce n'était pas grave s'il ne voulait pas parler. Il était probablement fatigué d'entendre des histoires comme celle-là, mais Yoon a dit qu'il n'abandonnerait pas. Quoi qu'il arrive, il allait devenir chasseur agréé par l'association. Un reportage couvrait l'incident de l'école et l'accident provoqué par Siak et qui a détruit l'auditorium. Il a également indiqué que la police enquêtait pour savoir si le ministre avait demandé cette capacité illégale. De retour à l'académie où le protagoniste et notre héroïne s'entraînaient encore, quelqu'un regardait des informations en ligne, c'était notre héros. Il pensait que l'opinion publique allait bien et c'était bien que Dong ait également retrouvé son poste. Yoon-chae a souligné que Jeon-yu regardait son téléphone depuis longtemps. Elle a dit que les gens n'arrêteraient pas de parler de lui et que désormais toute l'école savait probablement qui il était. Il a demandé si ce n'était pas la même chose pour elle. Les gens parlaient d'elle encore plus que de lui. Il y a eu de nombreux commentaires louant la durée de sa résistance à Siak. Certains l'appelaient même la fille à un coup de poing. À ce moment-là, quelqu'un est entré et leur a demandé s'il s'entraînait toujours. C'était Yoon et il l'a félicité d'avoir rejoint le conseil. Notre héroïne lui a demandé ce qu'il voulait dire. Même le MC était confus, affirmant qu'elle n'avait pas encore été officiellement choisie et qu'il était donc trop tôt pour se détendre. Yoon vient de dire qu'on ne sait jamais. Puis notre héros a remarqué que quelque chose se passait. Yoon a expliqué qu'il s'était entraîné avec la lame de la guillotine tous les jours, mais qu'il n'allait toujours pas bien. À cause de cela, il a rencontré un petit problème. Le protagoniste a dit qu'il pouvait l'expliquer, mais que ce ne serait pas facile. Si Yoon voulait atteindre le niveau de son grand-père, il lui faudrait traverser beaucoup de choses. Yoon sourit. Facile ou pas, il s'en fichait. Il voulait devenir plus fort, alors il a demandé au protagoniste de lui apprendre. Yoon a averti Yoon de faire attention parce que le MC était effrayant. La protagoniste a rétorqué que si elle avait des plaintes, elle pourrait arrêter de s'entraîner avec lui. Puis quelqu'un est arrivé et a appelé Yoon, surprenant le protagoniste, c'était le père de Yoon. Il a demandé s'ils étaient les amis de son fils et a dit que c'était un plaisir de les rencontrer. Il a poursuivi en disant qu'il connaissait notre héros et qu'il avait été émerveillé par son combat, surtout après l'avoir vu utiliser le même style d'épée. Puis il a demandé si son nom était Johan Woo et le MC l'a confirmé. Dans le passé, 3 hommes suppliaient le protagoniste de ne pas les expulser du camp. Il s'en fichait et a dit à son équipe de les retirer, mais ils ont continué à implorer pardon. Leurs supplications se poursuivirent tandis que le protagoniste s'éloignait. La base avait été complètement détruite, puis quelqu'un l'a appelé à nouveau, ils ont dit qu'ils avaient trouvé un survivant. C'était un enfant. Le protagoniste pensait qu'à 10 ans, il avait beaucoup grandi et qu'il avait même maintenant un fils. Pour lui-même, il admettait que c'était un sentiment compliqué. Quelques heures plus tard, le cours se terminait. Les étudiants ont été informés qu'à partir du lendemain, les candidatures au conseil seraient ouvertes et que toute personne intéressée devrait obtenir un formulaire auprès du bureau. Après cela, les autres étudiants ont commencé à parler. Le protagoniste s'est levé, il a dit que lui et notre héroïne devraient postuler, puis a demandé s'il devait le faire ce jour-là ou s'il pouvait attendre jusqu'à demain. Il a répondu à sa propre question. Il y avait quelque chose qu'il devait vérifier, donc ça devait être aujourd'hui. Au bureau du collège, lui et notre héroïne se sont arrêtés devant la porte. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas et pourquoi il n'entrait pas, mais il lui a dit d'attendre parce qu'il voulait d'abord vérifier quelque chose. Puis quelqu'un est sorti du bureau. C'était une fille que nous n'avions jamais vue auparavant. Elle a dit qu'elle savait qui était notre héros, celui qui avait battu Josuk. Selon elle, rencontrer quelqu'un d'aussi célèbre en personne était incroyable, puis elle a jeté un coup d'œil à notre héroïne et lui a demandé si elle était la petite amie du protagoniste. Avion rougi instantanément et Nia affirmant qu'ils n'étaient que des camarades de classe. La jeune fille a ri et a dit qu'elle plaisantait puisqu'elle connaissait déjà notre héroïne. Elle a continué à discuter pendant un moment, disant qu'elle était de la classe B. Pendant ce temps, la protagoniste n'aimait pas la façon dont elle parlait. Puis elle tendit la main à notre héroïne, se présenta et lui demanda si elle pouvait être amie toutes les trois.
Aucun d'eux ne répondit. Il la regardait simplement avec des expressions étranges. Elle leur a dit de ne pas être aussi prudent puisqu'ils se verraient souvent de toute façon. Le protagoniste a demandé pourquoi. Elle a dit qu'elle avait également postulé pour le conseil étudiant, donc bien sûr ils continueraient à se réunir. En plus, dit-elle, ils étaient tous les deux bien trop doués pour la classe E, et avec Seok expulsé, il n'y avait presque aucune chance qu'ils ne soient pas acceptés tous les trois. En souriant, notre héros a dit que c'était très intéressant. Seok n'a jamais postulé et a été expulsé, mais elle parlait déjà comme si sa place était garantie, ce qui signifiait que les résultats avaient déjà été décidés. D'un regard aigu, il lui demanda si elle était liée à l'association. La jeune fille ne répondit pas tout de suite, elle a juste commencé à trembler. Cela confirmait sa supposition et il ne lui restait plus qu'une dernière preuve. C'était pourquoi il attendait à l'extérieur du bureau. Quiconque tentait de rejoindre le conseil devait venir ici, c'était donc le meilleur endroit pour repérer quelqu'un de l'association. Son plan a fonctionné. Il en trouva une, mais elle ne se figea qu'une seconde. Puis elle a souri et a dit « Toute personne souhaitant devenir cadre scolaire devrait connaître l'association ». Junwoo a répondu que des personnes lui donnaient des informations. La fille a dit que le fait que Sisu ait été expulsé n'était pas un accident et maintenant elle comprenait pourquoi c'était arrivé. Honnêtement, elle ne l'aimait pas non plus. Même après avoir été renvoyée en classe E, il n'aurait toujours pas dû embarrasser la classe B. Elle a continué tandis que Junwoo et Ayuan la regardaient comme toujours, tendant à nouveau la main. Elle leur a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Pourtant, ils l'ignorèrent tous les deux sans changer d'expression. Maintenant ennuyée, elle a demandé s'ils allaient vraiment agir de manière aussi difficile à obtenir. Être proche des élèves de la classe B devrait les aider, mais le MC a dit qu'il n'en était pas si sûr. À cela, Warren a ri et a dit qu'il n'avait vraiment aucune idée de la façon dont les choses fonctionnaient. Il a demandé si la célébrité lui avait fait perdre le contact car tous les membres du conseil étudiant n'étaient pas sur un pied d'égalité. Le protagoniste a admis qu'elle n'avait pas totalement tort. Même son propre ami avait été méprisé lors de son entrée au conseil. Pourtant qu'il a dit que peu importe qu'elle soit de la classe B ou même qu'elle soit admise au conseil, il est venu ici pour la retrouver, pas pour se faire des amis. Et dès le début, elle a choisi la mauvaise personne à défier. Cela a laissé la jeune fille confuse. Il a expliqué qu'il ne postulait pas du tout au conseil. Celui qui était intéressé était Oyan. C'est seulement à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle s'était trompée de cible pendant tout ce temps. Quelques heures plus tard, l'attention se porte sur une réunion de groupe. Il parlait de l'enseignant sans vergogne et du ministre, tous deux faisant actuellement l'objet d'une enquête. Ces gens faisaient une partie de l'association et ils craignaient que tout explose si ces deux-là admettaient que l'association était impliquée. Une femme a déclaré que même si le ministre restait silencieux, l'enquête à elle seule pourrait quand même les exposer et qu'ils n'étaient pas arrivés aussi facilement. Un homme a ajouté que si la vérité éclatait, toutes les associations pourraient être en danger et qu'elles ne pourraient donc pas rester les bras croisés et regarder. Un autre a accepté, affirmant que le directeur s'était présenté à la réunion de l'association de 3e année et qu'il ne parlait clairement pas du directeur Woo-shik. Cela avait du sens puisque Woo-shik faisait partie du conseil d'administration et avait une forte influence dans le monde de la chasse, mais ce n'était vraiment pas lui. Une autre personnalité puissante était impliquée, quelqu'un qui avait bâti plusieurs associations. La même femme a déclaré que si les choses continuaient ainsi, la clé était de s'assurer que le vice-président devienne un cadre, sinon il devrait changer de plan. L'homme a dit qu'il y avait déjà pensé et qu'il serait difficile de continuer à travailler avec le ministre. Oh, c'était probablement le père de Saïk dont il parlait. La femme a demandé si tout le monde avait au moins un contrat avec le ministre et il a répondu qu'ils avaient des liens d'affaires, mais rien de majeur. Quelqu'un d'autre a dit qu'il avait également parlé avec le ministre, mais que si cela échouait, cela n'aurait pas d'importance. Il avait un autre plan. Malgré cela, il était toujours humiliant que le ministre du ministère soit absent. Ensuite, quelqu'un a dit que selon qui remplacerait Ju Seok, il pourrait peut-être occuper cette place vide. À cela, ils pensèrent tous à Junwoo. Une personne a demandé si ça devait vraiment être lui. Un autre a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de l'empêcher d'entrer, mais le premier a fait valoir que faire venir quelqu'un sans attache n'était pas idéal. La femme précédente n'était pas d'accord. Peu importe comment elle le regardait, il y avait quelque chose de bizarre dans tout cela. Junwoo battant Juksok était assez normal, le vrai problème était ce qui est arrivé après. Avec la disqualification de Sip, le garçon aurait pu ne rien faire et néanmoins devenir membre du conseil, mais le président est soudainement intervenu avec une déclaration officielle. Un homme a dit que cette partie était particulièrement étrange, le président n'avait rien à gagner à faire exploser cette affaire. Normalement, il aurait enterré l'affaire au lieu d'exposer les problèmes de l'Académie. Pourtant, il a publiquement coupé les ponts avec le ministre et pour eux, cela ne signifiait qu'une chose. Junwoo et le président avaient une sorte de lien, peut-être assez fort pour que Junwoo le déplace comme une marionnette. L'un des hommes a regardé la femme et lui a demandé si elle disait que si Junwoo rejoignait le conseil, le président resterait silencieux. Ils avaient essayé à maintes reprises de le joindre, mais il ne s'était jamais vendu à eux. Maintenant, ils étaient coincés du même côté, et même si son pouvoir n'était pas au niveau du conseil d'administration, il était autrefois l'un d'entre eux, peut-être même plus utile que le ministre O. La plupart d'entre eux semblaient satisfaits de cette idée, mais un homme semblait toujours incertain. Son nom était Chang-soo et il se demandait s'ils avaient vraiment l'intention de renvoyer le ministre Oh. Le projet sur lequel il travaillait dépendait entièrement de Myung-jin, sans lui il n'avait rien. Donc si le ministre tombait, Chang-soo serait celui qui serait le plus blessé. Alors que tout s'effondrait, sa propre position était en danger et il avait besoin d'une nouvelle façon de rester hors de l'eau. À ce moment-là, sa fille l'a appelé et il s'est demandé pourquoi elle le contactait. Maintenant, il a dit qu'il était occupé, mais elle lui a rapidement dit que Junwoo ne se présenterait pas au conseil. Cela l'a choqué, c'était la même fille qui avait parlé avec le protagoniste plus tôt.
C'était vraiment elle et elle a dit que c'était Eun qui postulait. Elle en était sûre parce qu'elle l'avait fait confirmer par un professeur. Tout de suite, l'homme s'est rappelé que l'héroïne était la sœur de Yoon-chae et aussi la petite fille de Seok-do, l'une des personnes les plus puissantes du moment. Si Jun-woo s'enfuyait, cela ne changerait pas grand chose, mais si Hae-yoon le faisait, la situation deviendrait différente. Quelqu'un à proximité a demandé si quelque chose n'allait pas, mais il a ignoré la réponse, il a dit qu'il devait partir. Sa fille avait besoin de son aide. Finalement, cette longue conversation était terminée. Sur le parking, l'homme a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un que nous n'avions pas encore vu. Nous apprenons maintenant de qui il s'agissait lorsqu'il a demandé s'il parlait à Yoon-chae. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à discuter avec elle. Quelques heures plus tard, ils se sont rencontrés dans un restaurant. Joby a demandé comment il avait obtenu son numéro et il a répondu que sa guilde était toujours l'une des plus grandes du pays et qu'ils avaient donc les coordonnées de presque tous les chasseurs. Il s'est excusé de l'avoir appelé de nulle part, elle lui a dit d'aller droit au but puisqu'il prétendait que c'était important. Il lui a demandé si elle savait que les premières années essayaient de rejoindre le conseil et si elle savait qui envisageait de se présenter. Xiaobei a dit qu'elle avait une supposition même si elle ne l'aimait pas. L'homme lui a dit que si elle parlait du MC, elle avait tort. Sa fille avait confirmé la vérité, celui qui postulait n'était pas Jun-woo. C'est un Yeyan qui l'a prise au dépourvu. Lorsqu'elle lui a demandé où il avait entendu cela, il a répondu que cela venait directement de sa fille. Il a poursuivi en disant que depuis que Jo Seok s'était retrouvé entraîné dans ce pétrin, il avait cessé de se soucier du conseil, mais Shay ne pouvait pas faire de même. Elle lui a demandé ce qu'il essayait de dire. Il a répondu que si sa sœur devenait membre du conseil, Yoon Seok aurait naturellement plus de soucis. Le désordre dans sa famille allait probablement empirer. Et si cela arrivait, Seok-do ne serait certainement pas heureuse et cela ne se terminerait pas bien pour elle non plus. Puis il a dit qu'il pouvait aider. Si elle acceptait quelques conditions, il ajoutait que ses demandes n'étaient pas déraisonnables et ne la dérangeraient pas vraiment. Ce qu'il voulait était simple. Elle menait sa fille à une chasse publique, puis dit dans une interview qu'Oran était son élève talentueux. Voyant sa réaction, il lui demanda si cette demande la troublait. Il expliqua que même si sa guilde était importante en Corée, elle ne pouvait toujours pas rivaliser avec l'association des chasseurs. Donc si sa fille devenait à la fois membre du conseil et formée par Chabé, cela changerait les choses. Chab a demandé si tel était son véritable objectif. Chab Su a dit qu'elle avait tout à fait raison. Tout comme Chab avait élevé le nom de l'association, Chab pourrait devenir le visage de la guilde Acre. Si cela fonctionnait, il n'aurait plus besoin du ministre ou du directeur Sokju. Il a admis que les capacités de sa fille étaient faibles et qu'elle n'avait atteint la classe B que parce qu'il avait utilisé son influence. Chab a demandé pourquoi ne pas simplement embaucher un professeur pour elle, mais il a répondu que ce n'était pas nécessaire. La vraie compétence n'était pas la question. Dès le début, sa fille n'avait aucun talent de chasseuse, et en tant que père, il le savait mieux que quiconque, il lui fallait donc la voie la plus efficace. Chab a demandé s'il essayait de transformer sa fille en mascotte et il a répondu que c'était exactement le plan. Il lui a dit que cela devrait tout expliquer et lui a demandé ce qu'elle en pensait. Elle a dit qu'il avait mentionné avoir un plan et lui a demandé de quoi il s'agissait. Il a répondu qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, il n'irait pas aussi loin que le réalisateur Sok. Après avoir dit cela, il s'arrête, mentionnant que le réalisateur était une erreur et il lui dit de ne pas s'inquiéter car il envisage seulement de le faire. Chab l'interrompt en disant que cela ne fonctionnera pas sur sa sœur, alors il lui demande si elle a une meilleure idée. Elle dit qu'ils doivent l'arrêter quoi qu'il arrive, même si la force est nécessaire. Avant de partir, elle dit qu'il y a encore une chose. Elle demande s'il en a parlé aux autres parents de l'association. Cela prend Chabé au dépourvu. Gardant son air calme habituel, il demande à qui gagnerait à faire cela. Quelques années plus tôt, lors d'un enterrement, 2 photos avaient été exposées. 2 personnes étaient agenouillées devant eux. L'une d'elles était notre héroïne qui pleurait. Puis quelqu'un arrive par derrière et dit que même après la fermeture du cercueil, ils agissent toujours comme ça. Une femme le regarde visiblement agacée. Elle s'approche de lui et lui demande comment il a pu montrer son visage après tout ce qu'il a fait. À ses yeux, la mort de sa fille était de sa faute et honnêtement, elle avait peut-être raison. Elle demande s'il pensait vraiment que personne n'apprendrait que c'était à cause de lui. Il ne réagit pas. Au lieu de cela, il dit qu'il a aussi perdu son fils. D'abord, son fils lui a été enlevé, puis même sa vie lui a été volée. Alors, ne devrait-il pas être celui qui est furieux? En entendant cela, la femme est secouée même si elle pleure toujours. Sa voix commence à trembler comme si elle abandonnait. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'il parte. Il dit qu'il a déjà envoyé de l'argent sur son compte à cause de ce qui s'est passé, puis il se retourne et voit notre héroïne le regarder à travers les larmes. Il appelle Chab et lui dit qu'il est temps de partir. Même alors, Chab a l'air froide, sans aucune émotion sur son visage. Elle se retourne et s'en va comme si de rien n'était. À partir de maintenant, je ne l'appellerai plus la deuxième héroïne. Alors qu'il s'éloigne sans se retourner, la femme ne cesse de crier qu'il sera éliminé tôt ou tard. De retour dans le présent, notre héroïne se réveille de ce rêve, peut-être pas un rêve du tout, mais un véritable souvenir. Elle pense à la façon dont elle l'a vu encore et encore ces derniers jours. Puis elle regarde une vieille photo de sa famille. C'est là que se termine cette vidéo. Si vous l'avez aimé, aimez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube.